The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je suis en compagnie d'un invité spécial dans un lieu spécial pour une émission spéciale puisque je suis en compagnie d'Hammer. Salut Hammer. Salut Paul Gara. Où sommes-nous ? Eh bien, herzlich willkommen in Berlin. Nous sommes à Berlin en ce week-end du mois de juillet. Oui. Pour un événement bien particulier de l'année ludique. Et oui, probablement le prix ludique le plus attendu, le plus important. On va en reparler un petit peu. Donc en fait, on est samedi. La cérémonie du Spiel des Jahres, ce sera demain. Oui. On y sera. Ouais, ça c'est très cool. Absolument. Et voilà, on espère. Demain, avant, on ira à la BerlinCon, donc qui est un festival de jeux de société à Berlin. Oui, effectivement, et qui se déroule depuis quelques années, traditionnellement le même week-end que le Spiel des Jahres, même si il n'y a pas forcément de lien en fait. Il n'y a pas de lien en fait, même si les organisateurs se connaissent, mais voilà, c'est simplement une coïncidence quoi. Voilà, donc on va en profiter pour parler bien sûr du prix, puisqu'on assistera à la cérémonie, on l'a dit. Proposer des interviews, parler un peu de la BerlinCon. Enfin voilà, ça va être une émission un peu particulière, assez libre. Oui, une émission estivale quoi, on va dire. Estivale, exactement. Alors on va rapidement revenir sur le Spiel des Jahres. C'est la 46e édition, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la 46e édition puisque le premier Spiel des Jahres a été remis en 1979 déjà, et il y en a eu un tous les ans depuis. Voilà, l'association donc Spiel des Jahres avait été fondée l'année d'avant, en 78. La meilleure année du monde. Excellente année. Et puis dans la formule que on connaît maintenant, il y a en fait 3 prix qui sont remis chaque année. Il y a le Spiel des Jahres, donc qui est, je dirais, le jeu, on va dire jeu familial pour simplifier. Et puis il y a aussi un Kinderspiel, un jeu enfant. Et depuis 2011, il y a aussi un Kennerspiel que il faut surtout pas qualifier de jeu expert. Ouais, non, c'est plutôt pour connaisseurs, enfin ceux qui sont un petit peu, qui s'y connaissent un peu plus. Exactement. Qui vont être capables d'avoir des règles un peu plus compliquées, des mécaniques, et puis du temps de jeu, c'est des durées de partie un peu plus longues. Oui, c'est ça. En fait, les membres du jury, quand on leur demande un petit peu d'expliquer la différence, ils disent voilà, le Kennerspiel, c'est pour les gens qui sont déjà habitués à lire des règles de jeu. On peut dire aussi que le jury du Spiel, alors il y a un jury spécifique pour le Kinderspiel. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors le Kinderspiel, donc les jeux enfants, c'est organisé d'une manière un peu particulière. Il y a 3 membres à plein temps dans le jury. Et tous les ans, ils ont en fait des conseillers et des conseillères qui sont renouvelés. Là, c'est des mandats de 1 an en fait. Et en fait, ce sont des gens qui travaillent dans les milieux pédagogiques, on va dire, dans les écoles primaires, dans les crèches, les choses comme ça, qui donc font jouer les jeux à des vrais enfants, à des vrais enfants. Et voilà. Et donc qui permettent de remonter beaucoup d'informations. Aux membres du jury eux-mêmes. Ouais. Et c'est la première fois cette année que le Kinderspiel sera remis en même temps que les autres prix, parce qu'on se souvient que d'habitude il était remis en juin. Alors jusqu'à l'an dernier, jusqu'à l'an dernier, il y avait une cérémonie à part pour le Kinderspiel, et depuis 2023. C'est depuis 2023. Voilà. Pardon. Ouais, depuis 2023, ils ont décidé de faire une seule remise des prix avec les 3 prix pendant cette même cérémonie ici à Berlin. Ok, et on peut dire aussi que sur le jury du Spiel ou du Kennerspiel, c'est pas une composition de jury comme on l'a par exemple pour l'Asdor, avec un représentant des boutiques, un représentant des cafés ludiques, des représentants de la presse. Là, c'est vraiment un prix de la critique, et c'est bien le sous-titre du prix. Alors effectivement, si jamais vous prenez une boîte de jeu qui est ornée du fameux pion rouge, regardez bien le logo, car il y a marqué en dessous, en toutes lettres, Kritikerpreis, donc prix de la critique. Et c'est comme ça que ça a été fondé. Ça a été fondé en 1978 par 7 journalistes en fait, qui parlaient dans la presse écrite, notamment de jeux de société. Et aujourd'hui, c'est vrai que le jury s'est un petit peu élargi aux nouveaux médias. Il y a des gens qui font des podcasts, il y a des gens qui ont des chaînes YouTube, etc. Mais en tout cas, c'est toujours dans cet esprit vraiment fortement journalistique. Oui, donc c'est moins il y a moins l'aspect professionnel classique de tous les parties prenantes du monde ludique, de tous les acteurs du secteur. C'est plus vraiment ce que tu dis, presse et équivalent aujourd'hui avec tous les moyens de communication possibles. C'est vraiment ça, c'est vraiment la critique de jeu qui est mise en avant.
le tout au service de, populariser, et je pense que c'est vraiment ça, le jeu de société en tant que bien culturel. C'est vraiment un discours qui revient très très souvent dans la bouche des membres du Oui, puis jury. ils expliquent aussi, ils expliquent pour tous les jeux qu'ils sélectionnent, le pourquoi ils l'ont sélectionné, ce qu'ils ont trouvé de notable dans le jeu. Il y a vraiment une envie de faire de la pédagogie sur le pourquoi ils remettent le prix, pourquoi ils choisissent les jeux. Oui, effectivement, pour chaque jeu, au moins les jeux qui sont Dans la section, qui sont nommés et donc parmi lesquels figurent les gagnants qui seront révélés demain, il y a toujours un petit paragraphe d'explication qui résume pourquoi le jury a décidé de mettre en avant ces jeux-là. D'ailleurs, je précise aussi qu'au-delà des jeux nommés, il y en a 3 par catégorie, donc 9 jeux au total. Oui, il y a des recommandations. Il y a aussi une liste de recommandations où il y a une petite poignée de jeux en plus dans chacune des catégories. Alors les jeux nommés, on va les balayer rapidement parce qu'on va en reparler forcément quand il y aura eu la cérémonie. Et puis on espère pouvoir proposer des interviews d'un peu toutes les personnes qui sont concernées par ces jeux. Donc on reviendra dessus, mais pour mémoire. Donc dans la catégorie Rennes, le Spiel des Jahres 2024 sont nommés Sur les traces de Darwin de Grégory Grard et Mathieu Verdier, Oui. édité par Storyware French. Captain Flip de Paolo Mori et Remo Conzadori, édité par Playpunk. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas donné les illustrateurs et illustratrices, mais donc pour Darwin, c'est Maud Briand et David Sidbon. Mhm. Pour Captain Flip, c'est Jonathan Auconte. Troisième jeu, c'est Sky Team de Luc Raymond, qui est édité par Scorpion Masqué, Cosmos pour l'Allemagne. Oui. Illustration de Eric Hibler et Adrien Rive. Donc ça, c'est les 3 jeux de la catégorie principale. Voilà, c'est ça qui concourt pour le fameux pion Voilà. rouge. Pour le Kinderspiel, on trouve Grosse Kleine Eldesteine de Wolfgang Warsch. Oui, tu l'as très bien prononcé. Merci beaucoup. Illustré, donc c'est chez Schmitt et illustré par Mariana Zwanetti. Ensuite, on a les clés. Alors, ce qu'on a connu en français, enfin, ce qu'on connaît en français sous le nom Clé Magique. Clé magique, oui, Ouais. c'est ça, oui. De Markus Schlawiczek et Arno Steinweinder. Oui, 2 auteurs autrichiens, Oui. comme Wolfgang Warsch, Voilà. du reste. Édité par Game Factory Happy Baobab et les illustrations de Camilla Pérou. Et enfin, on a Taco Chaton Pizza de Dave Campbell et Thierry Denoil, édité par Blue Orange. Pas mal de jeux d'éditeurs français ou francophones, hein, comme on Ouais. l'a vu dans ces 2 catégories. Et j'en profite pour dire, tu disais oui, les clés magiques, on le connaît. Et voilà, c'est un peu ça aussi peut-être la particularité du Spiel des Jahres, c'est que à nous, public francophone, des fois, ça nous paraît un petit peu bizarre de voir certains jeux sélectionnés. Il faut bien rappeler que les jeux qui sont sélectionnés le sont parce qu'ils sont parus dans l'année en Allemagne. Voilà. Et donc, au gré des localisations, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc, des Oui. fois, on se retrouve avec des jeux... 2 ans d'écart. Voilà, exactement. Au moins. Et maintenant, on va aller dans la catégorie du Kennerspiel. Alors, on a Emission ou Daybreak. Daybreak, c'était le titre original, oui, Voilà, c'est ça, effectivement. de Matt Leacock et Matteo Menapace, qui sera chez Schmitt en Allemagne, avec des illustrations de Mats Berg. Ensuite, on a la Guilde des expéditions marchandes de Matthew Dunstan et Brett Gilbert, qui est chez AEG Skellig Games. Alors, c'est Ori Games pour la version française. Ouais, et Skellig Games pour la version allemande. donc. Voilà. Et les illustrations sont de Geralt Landmann. Et le dernier jeu, c'est Les Aventuriers du Rail Legacy, Oui. Légende de l'Ouest de Rob Davio, Matt Leacock, encore lui, et Alan Moon. Oui, la dernière itération en date des Aventuriers du Rail, qui ont déjà été primés d'ailleurs, la version, Ouais. je dirais, d'origine, hein, en 2005, si ma mémoire Ouais, c'est ça, est bonne, ouais. le jeu d'Alan Moon. Donc, bien sûr, chez Days of Wonder. Oui. Et c'est toujours Cyril Dojan et Julien Delval qui sont crédités pour les illustrations. Je crois que c'est Toujours toujours eux, hein. depuis le Oui. tout début. Donc voilà, écoute, on peut noter qu'il n'y a aucun auteur allemand. Non, puisque, rappelons-le, les Autrichiens ne sont pas allemands. les Autrichiens ne sont pas allemands. Et cette année, dans les jeux qui sont nommés, effectivement, il n'y a aucun auteur allemand. Il y a malheureusement aussi aucune autrice. Ouais. Et ça, quand ils ont révélé la liste des jeux recommandés et nommés, les membres du jury n'ont pu que le déplorer. Oui, je crois qu'il n'y avait que dans la catégorie enfant où il y avait dans les recommandations Les Cœurs Lava de Sophia Wagner, C'est ça. qui était ou qui elle est une autrice qui a fait Noria notamment. C'est ça, mais si je me souviens bien, le président du jury, lors de la révélation au mois de mai-juin des jeux nommés, a relevé que parmi les 475 jeux qui sont passés dans les mains du jury cette année, il y avait que 2 ou 3% d'autrices.
Voilà. Bah écoute, voilà, on a fini notre petite introduction. On va s'arrêter parce qu'on a quelqu'un qui se met à jouer du piano derrière. Oui. On vous a dit c'est une émission estivale et à l'ambiance très détendue. Voilà, on est dans le hall de l'hôtel et c'est un hôtel qui est axé sur la musique. Il y a beaucoup de musique. Il y a des instruments de musique un petit peu partout. C'est pas un tapis sonore qu'on aura mis. Bon, bah alors on lance l'émission maintenant officiellement. Bah oui, absolument. Et puis on va sûrement aller à la rencontre d'auteurs et d'éditeurs des jeux dont on vient de parler. Exactement. À tout à l'heure. À tout de suite. The beat of the drums. Et bien on se retrouve pour cette première interview à Berlin et on est avec toute l'équipe de Sorry We Are French, c'est-à-dire qu'on est avec Pauline Lebel. Bonjour. Tu t'occupes de la communication de Sorry We Are French. Ouais, c'est tout à fait exact. Mathieu Verdier. Salut Mathieu. Salut. Et Grégory Grard. Salut. Et vous êtes les auteurs de Sur les traces de Darwin, qui est le jeu qui est en sélection pour le Spiel. Alors, on s'était déjà parlé, Mathieu et Grégory, puisque je vous avais déjà interviewé pour le podcast en août 2023 pour Grégory et en janvier 2024 pour Mathieu. Donc, on avait déjà longtemps parlé. Alors, du coup, j'ai donné la priorité à Pauline, forcément. Mais d'abord, il y a une question qui nous taraude tous. Elle est pour Mathieu. Alors, le Spritz, c'est Team Campari, Team Apérol ou Team Saint-Germain? Ah, Campari. Campari? Oui. Apérol, j'en ai trop bu. Saint-Germain, de temps en temps, mais ça écœure un peu plus. Bon, alors on le dit, on enregistre au bar de l'hôtel où se déroulera la cérémonie et nous avons commandé des spritz évidemment. Alors on va revenir un petit peu sur l'incroyable aventure Sur les traces de Darwin, puisque le jeu, moi j'y avais joué pour la première fois à Vichy en 2022, septembre 2022. Depuis, il y a eu une aventure assez extraordinaire puisque le jeu a énormément bien fonctionné. Il est sorti il y a un peu plus d'un an, Pauline? Il est sorti pour PEL 2023. Voilà, donc en juin 2023. Donc ça fait déjà un an et ensuite il a été nommé à l'As d'Or. Ouais. Et maintenant il est nommé au Spiel. Donc comment vous, avec le recul, est-ce que vous imaginiez ça au début, messieurs, quand vous avez créé le jeu? Oui. Non, mais il y a une question, je te réponds. Enfin, mais oui, mais tu travailles pour des objectifs en fait. Si tu ne mets pas les objectifs, tu peux pas y arriver. Donc après, c'était le but, assumé. Tu pensais qu'il avait le potentiel? Je vais pas crier sur tous les toits, mais c'est pour ça que je travaille et que tu fais les choses. Mais tu savais vous saviez qu'il avait le potentiel en fait d'être dans. Disons que la base de la création, l'étincelle, c'était pas ça quoi. On crée pas un jeu pour avoir l'As d'Or ou le Spiel. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment, dans la création, on s'est dit il y a peut-être quelque chose, quoi. C'est simple, ça marche bien, donc on se disait pourquoi pas. Bon, moi, l'As d'Or, pourquoi pas. Le Spiel, je l'imaginais pas du tout. Bon, donc vous savourez d'être là à mort. À mort. Toi, Pauline, qui travaille sur la communication, comment on fait vivre un jeu? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de nouveautés, que les jeux sont vite éclipsés aujourd'hui. Comment on fait pour faire vivre un jeu aussi longtemps pendant quasiment... Enfin là, ça fait plus d'un an qu'il est sorti. C'est une question un peu complexe. Alors moi, je suis arrivée chez Sorry We Are French il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc sur les traces de Darwin, j'ai travaillé dessus presque à mon arrivée. On l'a montré à Vichy Pro sur une version prototypaire pour un peu voir justement comment le public professionnel allait réagir. On a vu qu'il y avait des excellents retours et puis après tu as un travail tout le reste de l'année, que ce soit avec la presse, avec les boutiques, puisqu'on a des réunions professionnelles sur le premier trimestre avec les boutiques, donc tu les rencontres. Il y a les bars à jeux aussi, Café Jeux, les ludothèques. Voilà, donc tu as les relations avec les influenceurs. Et puis après, on va pas se mentir aussi, le fait que le jeu ait plu, notamment avec sa nomination aux As d'Or, ça te permet de relancer la machine. Tu remets une pièce en fait, c'est-à-dire les gens disent ah ouais, du coup il faut jouer au jeu. Et donc à Cannes, il y avait plein de gens qui venaient sur le stand parce que il était nommé aux As d'Or, tu vois. Donc ça remet un petit coup de projecteur sur ton jeu, ça le refait vivre. Et puis effectivement, la nomination au Spiel, ça fait continuer l'aventure aussi, quoi. Comment il est distribué en Allemagne, le jeu? C'est Asmodée Allemagne qui le. C'est Asmodée Allemagne. Donc ils ont deux jeux sur les 3 en distribution. Et comment du coup vous travaillez? Enfin, c'est une communication à part ou pas? Ils vous sollicitent un peu ou ils font tout par eux-mêmes? Ils font de leur côté Asmodée Allemagne. D'accord. Voilà. Donc vous n'êtes pas forcément là où en France c'est vous qui faites tout, parce que Sorry We Are French, vous êtes un studio de Hachette, mais vous avez quand même une façon de travailler encore. Je pense peut-être c'est pas encore la grosse machine. Vous avez encore beaucoup plus de liberté, j'imagine, dans la façon de travailler. En fait, c'est l'esprit Hachette, c'est-à-dire qu'on a des entités qui sont indépendantes les unes des autres.
Et vraiment, c'est chacun fait son petit bout de chemin. Alors c'est vrai que comme on est dans les mêmes locaux avec notamment Studio H et Funny Fox, on a des moyens mutualisés en plus sur Funny Fox. Bah, forcément, on discute avec les collègues, etc. Mais il y a d'autres studios qui sont pas du tout localisés dans nos bureaux, comme par exemple Catch Up, la boîte de jeux, pour citer que cela. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Et donc tous ces studios ont leur indépendance, ce qui fait que chacun a sa manière de travailler. Des fois, on se voit à certains événements. On a un événement presse. Cette année, on avait invité effectivement Catch Up et la boîte de jeux. Ils sont venus. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire en commun et puis il y a des choses où chacun fait un petit peu comme il souhaite. Quoi. Et à l'international, vous êtes sollicité un peu ou pas du tout À l'international, ça va dépendre des partenaires, des distributeurs, des affinités. Voilà. Après, nous, il y a toujours... quand on travaille avec un localisateur, il y a des packages que tu envoies avec l'ensemble des fichiers et après ils peuvent te demander s'il y a des outils marketing supplémentaires. En Allemagne, le jeu, vous aviez suivi un peu les retours ou c'est parce que comme il y a le Spiel, est-ce que c'est un pays qu'on observe un peu plus vous en tant qu'auteur, vous aviez été regarder un petit peu ce qui se disait chez la presse allemande sur le jeu ou pas plus que ça? Pas plus que ça. On a parfois autre chose à faire et pas le temps de voir ni d'apprendre l'allemand pour lire tout ce qu'ils disent. Mais tu regardes un petit peu ce que les membres du jury disent. Ouais. C'est comme ça quand tu regardes. Ou alors c'est surtout des gens qui nous envoient, qui nous disent « Hey, regarde, il a dit ça sur ton jeu ». Donc tu regardes et tu lis, tu fais « Ok, bon, il faut vite DeepL pour traduire en allemand et en français ». Mais oui, tu regardes de loin. Quand arrivent un peu les dates, je commence un peu plus à regarder ce qu'ils ont dit. De toute façon, on peut pas regarder ce qu'ils font dans tous les pays du monde. Ok, c'est l'Allemagne, mais ce qui se passe doit se passer, quoi. Okay. Tout simplement. Et toi, Grégory, que tu regardais un peu plus ou pas les retours sur le jeu en Allemagne ou pas plus que ça? Non, vu que j'y comprends rien sans plus, mais des fois, oui, on me montre certaines notes, etc. Mais non, pas plus que d'autres pays. Par contre, en France, oui, je suis beaucoup toutes les critiques à droite, à gauche, tout ça, ça m'intéresse pas mal. Et vous êtes content, en fait, j'imagine que vous êtes content de voir que le jeu arrive à s'installer sur la durée. Les retours aussi qui sont réguliers, c'est sur à la fois la simplicité, mais la stratégie qu'apporte le jeu. Enfin, on lisait les commentaires, parce que le Spiel, les membres du jury expliquent toujours pourquoi ils choisissent des jeux. Ils expliquaient ça, ce qui est quelque chose qui a été, vous aviez mis en avant, et aussi la qualité de l'édition qui est assez chouette. Est-ce que vous avez l'impression, je ne sais pas si vous avez lu ces commentaires, mais vous avez l'impression que du coup, ce que vous aviez envie de faire a été compris aussi parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce que, en tant qu'auteur ou autrice, on veut proposer, puis comment c'est reçu par le public? En tout cas, mécaniquement, oui, des fois, on a des chouettes commentaires qui vont dans ce sens où je pense qu'il faut plus d'une partie pour voir qu'il en a quand même sous la pédale, quoi. Ouais. Donc faut pas se contenter d'une seule partie et se dire c'est un jeu tout simpliste. Alors il a une apparence simpliste, mais pour faire des beaux scores, il faut quand même pouvoir le maîtriser un peu. Et puis après, par contre, au niveau de l'édition, moi j'avais pas trop de doutes, donc là j'étais complètement extérieur, je voyais ce qu'il faisait et c'est vrai que c'est moi je pense que ça n'a pas trop d'équivalent, quoi. C'est vraiment mais excellent et pareil surtout pour le tarif. Oui. Donc je pense que le produit est génial, quoi. Sorry We Are French, vous étiez déjà au Spiel, mais pour le Kenner l'année dernière? Oui, pour Iki, ouais. Ouais. Vous avez ce sentiment d'être vraiment maintenant dans la cour des grands, parce que c'est récurrent que vous soyez... Pas tant que tu gagnes. Tant que tu gagnes pas, tu n'existes pas, en fait. C'est la cour du milieu, c'est ce qu'il veut dire, Mathieu. Moi, j'aime beaucoup le sport, et ça, le sport de haut niveau. Je regarde beaucoup la NBA, par exemple, et tu te rappelles les champions, on ne te rappelle pas ceux qui ont perdu en finale, en fait. Donc, en fait, tu n'existes pas. D'accord. Tant que tu n'as pas la marque de « t'as gagné », est-ce que tu te rappelles des nommés d'il y a 3 ans du Spiel? Pas forcément, tu te rappelles de qui a gagné. C'était Micro-Macro, par exemple. Mais tu te rappelles pas des deux autres. Voilà. Ouais. Tu peux dire la question à 100 personnes et en fait, ça ne se rappellera. Mais tu sais, ce qui est marrant, par exemple, c'est que plein de gens me disent « Ah, mais The Mind a gagné le Spiel », alors que The Mind ne l'a pas gagné. C'est l'As d'or, The Mind. Ouais, exactement. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est Azul cette année-là qu'il avait gagné. Bien sûr. Je pense qu'en fait, il y a peut-être... Il y avait des bons jeux cette année-là. Ouais. Après, Azul, quand même, est passé dans la postérité. Donc aussi. Ça va, quoi. Oui, maintenant que tu as un Azul chocolat, je pense que tu peux tout. C'est clair. Je l'ai, il est très bien. On va parler un peu de l'actualité hors sur les traces de Darwin. Grégory, toi tu sors Festival avec Scorpion Masqué. Oui. Illustré par Mélodie Leblond.
C'est ça, donc festival en octobre, si je me trompe pas. Toujours dans les jeux de tuiles, mais là vraiment un jeu de patterns en fait, où on va réaliser des patterns de couleurs et de symboles ultra simples et assez interactifs, on va dire, enfin par rapport à ce que je fais d'habitude. Et en septembre, j'ai Château Combo qui sort chez Catch Up Games. Oui. Donc ça, c'est mes deux prochains jeux. 2 prochains jeux auxquels j'ai pu jouer en plus. Donc voilà. Et que j'ai apprécié tous les 2. Et alors, on discutait avec un ami et on remarquait que tu as quelque chose quand même avec les grilles. Flavien, Ouais, c'est le premier à le remarquer. Ouais, on en parlait Et c'est justement. vrai. C'est un truc parce que dans Darwin, il y a une grille. Dans Festival, il y a une grille. Dans Château Combo, on fait aussi une grille. Dans Tribunal, il y avait aussi le qui reprenait le morpion. Et j'ai une dizaine de protos, je dirais qu'il y en a 7 où il y a une grille ou un. Et j'en fais pas exprès. Tu fais pas exprès? C'est chaud parce que le mien, il y en a aussi. Quoi. Ouais. En fait, Je c'est sais pas un d'où seul ça jeu, il n'y a vient. pas de grille. C'est drôle. Ouais. J'ai l'impression On est grillé. que alors c'est peut-être une facilité parce que moi j'ai l'impression que ça ajoute des leviers intéressants en termes de game design. Le fait de croiser les choses tout simplement. Ouais. Et après, voilà, je l'explique pas sinon. Mais c'est bon, Flavien, on pourra lui dire qu'on a un jeu qui sort l'année prochaine et il n'y a pas de grille. C'est vrai. Il n'y a pas de grille. Ah, D'accord. C'est pas une. C'est en quinconce. Ah, ok. Bon, on attend de voir. C'est une pyramide, quoi. Ouais, c'est Ok, un donc peu- les 2 sorties pour cette année qui vont arriver. Donc Château Combo et puis Festival. C'est ça. Ok. Et toi, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu me parlais de ton proto avec Guillaume Montiage. Ah, il y en a 2 maintenant. Ah oui, un gros Eurogame qu'on va signer bientôt. On a quelques éditeurs sur le coup. Oui, mais on est après on commence un jeu de. Toujours dans le thème Égypte. Non, après on commence un jeu de type Blood Rage. Donc, voilà, parce que lui il maîtrise ça. Donc chacun aide l'autre à faire un jeu sur son terrain en fait. D'accord. C'est rigolo. Et voilà, et quelqu'un d'autre avec qui j'ai commencé à travailler cette semaine, que tu aimes bien aussi, qui vient d'Italie. Oh là là. Voilà. Mais ça, on commence à travailler. Voilà. On commence à faire un jeu avec Simone Luciani aussi. La classe. Oui. Voilà. Tu seras la première playtesteuse si tu veux. Ah bah alors là, mais vraiment, je signe tout de suite. Ah, ça c'est très très cool. Non, mais ça c'est juste des projets d'auteur pour l'instant. Mais on a après pour les projets soif, Pauline peut répondre. Mais, après, oui, on a surtout un jeu qui sort l'année prochaine avec Greg, mais on peut pas encore dire chez qui et de quoi ça parle. Mais voilà, c'est un poil plus complexe que Darwin, mais c'est pas. Et toi, t'aimes toujours ça autant, enfin, être développeur, auteur-développeur pour Soif, parce que tu te considères pas que comme développeur, tu te considères. Non, c'est même ma majeure partie de mon temps, c'est travailler pour soi, c'est pas créer des jeux. Mais le développement, c'est cool. Ouais. Ok. J'aime autant les deux. Je pourrais pas faire l'un ou l'autre en fait. Ouais. T'aimes les 2 facettes que ça. Oui, parce que le développement, tu travailles avec des auteurs, mais t'es pas auteur, donc t'as pas ce. T'es un petit peu comme un auteur associé d'une certaine manière. Tu proposes des idées, tu aides, mais t'es pas l'auteur. Il faut respecter Ça donne un cadre en fait. Tu peux travailler dans un cadre ultra précis. C'est le jeu et qu'est-ce que tu peux faire au milieu pour en tirer le mieux possible en ayant aussi toutes les contraintes éditoriales derrière. Donc t'es vraiment au carrefour de tout. Ok. Et c'est super intéressant. C'est un peu comme c'est comme une grille de. Un cahier des charges à respecter et tu dois en tirer le meilleur quoi. T'as encore utilisé le mot grille, attention. Ouais, je note. Doublement grillé encore. Et toi, Pauline, l'actualité de Storyware French à venir? Ouais, bah on a une fin d'année super chargée parce qu'on a Sur les traces de Marie Curie qui sort en septembre. On a aussi 365 aventures le donjon, qui est un jeu qui combine un calendrier et un jeu d'aventure en mode si t'aimes un peu les jeux de rôle, si t'aimes un petit peu battre des monstres dans un donjon, bah voilà, c'est un peu le délire. Et tu joues 5 minutes par jour à partir du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, c'est assez unique. Ça n'existe pas encore. Donc voilà, on veut. T'as déjà des idées pour la com de comment vous allez. Ouais, bah alors. Commande, c'est ça, tu m'avais dit. Alors les boutiques ont déjà passé des précommandes et il sera disponible en septembre aussi. Et il y aura un site internet, surtout là il est encore en construction mais il va bientôt être prêt, donc en septembre il y aura un site internet spécifiquement dédié à 365 aventures, donc le donjon mais aussi la gamme qui va venir derrière. Ok, donc ce sera une gamme, ouais, tout à fait, voilà, ça j'ai le droit de le dire. Ah, ok. Super. On a aussi en octobre Shackleton Base, A Journey to the Moon, qui est quand même notre gros Eurogame de fin d'année par Fabio Lopiano et Nestore Mangone. Ouais, auquel j'ai eu l'école italienne. Ouais. Ouais, tu as chance de jouer, effectivement.
en séance privée. En séance privée avec toi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, sortie pour Essen. Ouais, il y en aura un peu à Essen, et puis après, c'est à la fin du mois d'octobre. Et donc là-dessus, on a déjà commencé à envoyer des copies presse, etc. Et, aussi à l'international pour avoir un peu des retours. Donc, ouais. On travaille là-dessus aussi, quoi. Et puis pour le reste de l'année, écoutez, rendez-vous à Vichy Pro, quoi. Ok. Voilà. J'ai oublié juste un truc. À la fin de l'année aussi, la gamme Gozo X continue, donc il y aura une extension en plus. Alors je voulais qu'on termine cette interview en citant ce que le jury a dit des traces de Darwin. Donc ils ont écrit « Sur les traces de Darwin, combine un ensemble de règles claires, cohérentes, et facile à expliquer avec un plaisir exubérant dans la mise en œuvre du thème. Les tours courts avec de nombreuses options sont gratifiants et créent une forte envie de rejouer. Le beau matériel contribue également à attirer de nouveaux équipages à bord du Beagle, qui est le bateau de Darwin. Et moi, je voulais vous poser une question parce que le Spiel des Jahres en Allemagne, c'est vraiment quelque chose de très très connu, qui est reconnu par le public. Alors je sais que vous, en tant qu'auteur, je crois pas trop m'avancer en disant que c'est une sorte de Graal, le Spiel des Jahres, mais est-ce que vous pensez que le public français et francophone connaît vraiment le Spiel des Jahres? Quelle est votre impression là-dessus? Moi, je dirais que avoir le sticker du Spiel des Jahres sur ta boîte de jeu, ça t'aide toujours à vendre un jeu et à le mettre en avant pour n'importe quelle boutique. Puisque à l'heure où tu as 1200 sorties annuelles en France, qu'est-ce qui va être discriminant pour quelqu'un qui rentre dans la boutique et qui est face à toutes ces boîtes de jeux? Ça va être, est-ce que ce jeu a été reconnu, que ce soit en France avec l'As d'Or, mais s'il y a le Spiel aussi, c'est assez impressionnant. Hein. Voilà. Super, écoutez, je vous remercie beaucoup. On va pouvoir boire nos spritz. Santé. Santé. Et puis voilà, et puis écoutez, bonne chance pour demain. Merci beaucoup. Merci Paul Gara. Merci. Eh bien, on se retrouve en ce dimanche matin. Nous sommes juste à côté de la BerlinCon où on va se rendre après. Et nous sommes en compagnie de Paolo Mori et de Remo Conzadori, qui sont les auteurs de Captain Flip, voilà, qui est édité par Playpunk. On avait reçu Thomas Provost, j'avais interviewé Thomas Provost en octobre dernier, qui est concours pour le Spiel des Jahres dans la catégorie reine. Donc, c'est ma première interview en anglais, je le dis. Je suis un peu stressée. Alors en plus j'ai décidé de me mettre la barre haute parce que je vais commencer par dire ciao Paolo et Remo. Ciao. Ciao. Perfect. Ouais, c'est bien. Comment vous vous êtes rencontrés? Come vi siete incontrati? Ah ok, it's in Italian. Ah ok, c'est vraiment en italien. Et je m'y attendais pas. Remo, tu veux commencer? Et ils ont prononcé ton nom correctement, yes. non? Donc, avant tout, je parle un peu de français, donc je vais m'excuser pour tous mes erreurs. C'est pas parfait, ok? Pour ceux qui vont écouter l'interview. Donc, on s'est rencontrés il y a au moins 15 ans, je pense, à Lucca Comics and Games. C'est une grande convention qu'il y a en Italie. Et Paolo, il était déjà un auteur expérimenté. Moi, j'étais au début, j'avais entendu parler d'un concours qu'il y a là-bas pour des jeux pas édités, et aussi d'un corner, un lieu où tu peux aller montrer à cet auteur expérimenté tes prototypes pour recevoir des conseils. Ça, c'est vraiment une chose qu'on fait souvent en Italie, donner ce genre d'avis pour aider les auteurs à grandir, à faire des expériences. Et donc, c'était plus ou moins le 2009, je crois, et on s'est rencontrés là-bas, et il m'a détruit toutes mes espérances avec le premier prototype. Mais à partir de là-bas, j'ai compris qu'il y avait du travail, des études, et on s'est connus là-bas. Et quel est ton souvenir à toi, Paolo? Okay, I don't know if I got everything from Remo, but I think he told the first experience of our meeting. Yeah, so the game was not so good. I'm quite famous in Italy to judge prototypes honestly, not to be bad, but to be fair. Yeah, to be fair. Ah oui, je ne sais pas si j'ai tout compris de ce qu'a dit Remo, mais je pense qu'il a bien retransmis le ressenti de notre premier meeting. Donc oui, le jeu n'était pas super. Je suis assez connu en Italie pour juger les prototypes très honnêtement. Pas méchamment, mais sans mentir.
Ce dont ont besoin les auteurs d'ailleurs, je pense. Et je pense que j'ai essayé de donner un retour honnête sur son jeu et qu'il l'a apprécié. Et moi, j'ai apprécié son caractère. On s'est rencontrés plusieurs fois depuis et je ne sais pas si Remo en a déjà parlé, mais le développement du jeu en Italie est un peu comme en France. C'est collaboratif, beaucoup de rencontres. On a un site pour le travail, il y a plusieurs auteurs et on était tous les deux impliqués dans l'organisation de ces rencontres. Donc on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble et de jouer ensemble. Et on a commencé à penser à plusieurs idées de jeu ensemble. The organization of this meeting, so we have plenty of occasions to play together and to work together. So we started to try to come up with some ideas together and. Yes, because I've read there is a great solidarity between Italian games. J'ai lu qu'il y avait une grande solidarité entre les auteurs italiens. Vous travaillez ensemble, vous échangez des idées. Et est-ce que tu penses que c'est important d'avoir ce genre de relation, de travailler tous ensemble, de faire ces co-autorats pour avoir de meilleures idées de jeu? See, this author is going to work with this one, and you think it's important to have better ideas? Yes, I think that in Italy we started probably a bit later, now that other countries, Germany for sure, but also France, with designing games actually. And also the market is still a lot smaller than in France or Germany, but what we decided, I think we were there from the very beginning. It was to stress the collaboration between the designers. We have. Oui, je pense qu'on a commencé un peu plus tard que d'autres pays, que l'Allemagne bien sûr, mais aussi que la France dans la conception de jeux. Et l'industrie est toujours en développement et plus petite qu'en France ou en Allemagne. Et ce qu'on a décidé dès le début, c'était d'essayer de favoriser la collaboration entre les auteurs. L'année dernière, c'était la 20e édition de cette rencontre d'auteurs qui s'appelle IDAG. Ça veut dire l'Incontro degli autori e delle autrici di giochi da tavolo. Le plus gros meeting d'auteurs en Italie. L'année dernière, on avait plus de 200 participants, donc beaucoup de monde. Donc oui, on aime travailler ensemble. Advice, ce qui n'implique pas forcément d'imaginer des jeux ensemble d'ailleurs, mais de donner des conseils, oui. Donc, on a des auteurs professionnels qui travaillent avec des auteurs qui n'ont pas encore de jeux publiés, et c'est vraiment bien. C'est pour ça qu'on a réussi, en tant qu'auteur italien, à rattraper les autres auteurs, et c'est probablement aussi grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Ce n'est d'ailleurs pas propre à l'Italie, je pense, mais il n'y a pas d'autres meetings aussi grands, peut-être Cannes, mais c'est un peu différent car il y a aussi le public, non? I don't know if it's an Italian specific. French is very similar. Yes. Maybe there is not such a big meeting. Yes. There is something in Cannes, the Cannes off, but works a bit differently because it's mainly for the a public audience, it's open to a public audience, and it works well. On a l'impression quand même qu'en France, il y a plusieurs équipes, plusieurs crews, teams d'auteurs, et alors qu'on a l'impression vraiment qu'en Italie, il y a vraiment une plus grande unité en tout cas. Alors forcément, c'est vu de l'extérieur et c'est peut-être une perception qui est fausse, mais c'est peut-être ça aussi qu'on voit. Et Remo, donc tu disais qu'après votre première rencontre, quand tu lui avais montré les prototypes, Paolo les avait un peu n'avait pas été très tendres. Comment après vous en êtes arrivé à passer à travailler ensemble, et puis ensuite comment est née l'idée de Captain Flip? Come è nata l'idea di Captain Flip? Ok, on est resté en contact par Internet. On a depuis des années un échange régulier d'impressions sur nos prototypes, sur des idées, ainsi de suite. Vu qu'on collabore aussi, comme il vient de dire, à organiser IDAG, la relation est devenue plus étroite année après année. On se rencontre quelquefois dans l'année aussi en présence, peut-être chez Paolo dans son boulot, ainsi de suite. Et une fois, on s'est montré un prototype. Moi, j'avais un prototype qui c'était vraiment similaire, mais avec une différente ambiance, setting. Okay. Et on a dit, pourquoi pas en faire une seule? Et donc, prendre le mieux entre les deux. Et donc, ça c'est... Fusionner les deux. Fusionner, c'est ça. À partir de cette idée, il y a eu une autre idée, en travaillant encore ensemble, qui s'est devenu Captain Flip. Vous avez ensuite montré à plusieurs éditeurs, ou vous êtes directement allé... En fait, je pense que Thomas et Antoine lançaient leur... Yeah. Actually, the history behind this is a bit strange because Captain Flip, differently from other game designs, the development was a bit strange because it started from the idea of making a game that could
host several IPs. I mean, there are 9 characters in the game, and so that's why we just after designing, or also before designing it, okay, let's design a game where you can apply, several IPs. So in Essen Spiel, in Essen Fair, 2 years ago. We went with the box with the 2 different sets inside. There was a Star Wars set and an Alice in Wonderland set, and we were aiming to publisher that could actually have that type of licenses, so bigger publisher, not definitely Playpunk. But a few days before the fair, Antoine wrote an email to me asking, telling about the new experience, of Playpunk experience, and asking me if I had something to show them. And I say, let's meet, And so I think on the first and second day of the fair, well, I showed to him and Thomas some prototypes of me and other designers, and I told them, okay, this is a game that I'm showing to bigger publisher, but who knows, maybe you are interested. And they were interested. While a big publisher, there are not many, and were a bit reluctant about the game. So when a few weeks after the fair, they wrote us an email saying that they were really interested in the game. We said, why not? Because they are new publisher, but it's we know the people, they have a lot of experience, and we know, of course, the game wasn't going to be a game with big IPs, with licenses, but we know that there was the first game, and we were also excited by this, not afraid of this, because people who know how to work on the first game, we know that they put all their effort and love in this, so that's why we decided to go that way. So it's sometimes the opposite, because you usually have the first the game, and then maybe that someone takes a license and put on it. Yes. This time we had to strip away the license and the license from the game. But the game was solid. The gameplay was solid enough to the game up also without. And sometimes when you put a license. Oui, et parfois quand on met une licence, les gens qui aiment la licence vont acheter le jeu, mais ils y rejoueront pas. Et puis les joueuses, elles vont râler en disant ils ont mis cette licence, mais c'est juste pour faire vendre, c'est pas un vrai jeu. Parfois les licences, c'est pas une si bonne idée que ça. No. Maybe it helps sales rather than feedback, and that's what maybe. Non, ça aide les ventes plus que le feedback, et c'est ce qui nous a rendu un peu nerveux à propos de l'idée. Mais en fait, on est très content du travail qu'ils ont fait, et c'est, on va dire, la moitié du travail, voire plus. C'est grâce à eux qu'on en est ici aujourd'hui, grâce à Playpunk. Ceremony is from the Playpunk. Oui, j'imagine que vous êtes ravis, d'être là, d'être au Spiel avec un éditeur dont c'est le premier jeu. Vous, c'est votre première collaboration éditée, non? Vous aviez déjà fait des jeux tous les deux? On a déjà fait un autre jeu avec Simon qui s'appelle Fairy Tailing. Oui, c'est vrai, tout à fait, ouais. Mais là, j'imagine que c'est une consécration. Tu étais, toi, Paolo, en 2013 pour Augustus, je crois. Yeah. Strange thing, I was here. Yes. Always with Antoine, but we were on the... Oui. J'étais déjà là avec Antoine, mais on était à des rôles opposés parce qu'Antoine a gagné avec Anabi. Donc j'ai appris ma leçon, je reste avec Antoine. On va voir comment ça évolue, mais pour l'instant c'est déjà super. Goes, but of course, so far so good. J'imagine que c'est un grand plaisir d'être là. Quand le jeu a démarré, on n'imagine jamais, on pense qu'on voit un moment qu'il a un potentiel, mais on n'imagine jamais qu'on peut aller aussi haut. Oui. Bon, en réalité, quand j'ai vu le produit final, j'ai dit bon, cela, c'est bien pour le prix. J'avais juste quelques petits doutes sur les niveaux de complexité. J'ai pensé qu'il recherchait quelque chose d'un peu plus haut, peut-être, plus difficile. Mais enfin, ils ont choisi pour la shortlist. Donc, on est vraiment ravis. Et votre expérience avec Playpunk, puisqu'on l'a dit, c'est Thomas Provost, Antoine Boza.
Thomas Provost avec Repos Productions, il a fait ses preuves en tant qu'éditeur et Antoine est un auteur réputé. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne formule d'avoir comme éditeur en fait ce mélange entre un auteur et un éditeur chevronné? Oui, je crois que la construction de cette équipe a été excellente parce que d'un côté, il y a Thomas qui est vraiment expérimenté comme éditeur, donc il peut mettre toute son expérience dans le jeu, dans ses contacts, dans comment bâtir la boîte. Mais de l'autre côté, il y a aussi Antoine qui est vraiment expérimenté comme auteur et donc il nous a vraiment aidé avec les développements du jeu, avec la construction cohérente par exemple, les 4 plateaux qu'il y a dedans, avec l'histoire, ainsi de suite, le fait de choisir les pouvoirs du personnage, aussi la construction des tableaux. Il nous a donné plusieurs avis et cela, c'est sûr, nous a aidé à réaliser la boîte qui vous pouvez voir sur... Yes, and what I also appreciated, no, I think if I got what Ramo said, but I think so, yes. What I also appreciated in the Thomas part of the job is what I was afraid that when you are working with the designers are not always the best developer in a publisher because... Oui, et ce que j'ai aussi apprécié, si j'ai correctement compris ce que Réamo a dit dans la partie de Thomas, c'est que j'avais peur que quand on travaille avec un auteur de jeu qui travaille chez l'éditeur, il veuille toujours rajouter ses propres idées dans le jeu, donc prendre l'idée du jeu et en faire quelque chose de totalement opposé. Ça n'est pas ce qui s'est passé, probablement aussi parce que le jeu avait déjà des bases assez solides. Il y a eu une partie de développement, mais ça a été plus des ajustements sur les pouvoirs, rajouter une histoire après le bateau, faire des changements ergonomiques, parce qu'Antoine est de plus en plus impliqué dans l'ergonomie, les icônes sur les tuiles. Mais il était toujours très respectueux à propos de mes idées et disait que c'était à nous de décider, même si au final on décidait toujours ensemble parce qu'on respecte l'éditeur et qu'on sait qu'ils savent ce qui marche le mieux. C'est important aussi. And I told that, okay, you decide, no? Of course, we decide together, and because we have also respect of the publisher, and okay, we are not messing with decision that we know that they know how to sell games. That's important also. But it was very nice to work with them, actually. Enfin, je crois que l'une des motivations pour lesquelles on a choisi de publier avec Playpunk, c'était ça. Ouais. Du début, on a vu un grand respect pour les auteurs et pour les produits, pour les prototypes initiaux. Oui. Donc, on est vraiment heureux, contente pour... Vous avez confiance, en fait. Ouais. Vous saviez que vous n'alliez pas être dépossédé, en fait, de votre idée initiale, mais que ça resterait vraiment votre jeu, même s'il y avait des développements par ailleurs. Exactement, c'est ça. Okay. Je voulais relire ce qu'a dit le jury sur Captain Flip, puisque vous savez qu'ils accompagnent leur sélection d'un petit paragraphe qui justifie en fait la sélection qu'ils ont faite. Donc ils ont dit « Ce jeu de placement très accessible permet de prendre des décisions simples qui suscitent l'enthousiasme de tous. Avec très peu de règles, on obtient ainsi une expérience de jeu captivante qui reste passionnante jusqu'à la fin. La chance peut vite tourner et ceux qui la mettent trop à contribution peuvent aussi être complètement éliminés du classement. Grâce à la courte durée de partie, ce n'est pas dramatique. La demande de revanche est généralement immédiatement mise en pratique. Donc je voulais vous demander si vous pensez que ça capture bien l'esprit du jeu, ce que vous avez voulu mettre dedans. I think so. Yes. Yeah. No, I think that it means they play the game. No. Yes. I think it gets the spirit and what we wanted with the game. And also a very accessible game. The rules are really very very short. And once you play the game 1 or 2 times, you don't even need to check the abilities of the so. That's what we wanted, you know. And yes, it's a game. And also what makes the experience so exciting. No, it's a little game, but quite exciting. Oui, je pense. Ça montre qu'ils ont joué au jeu. Ils comprennent ce qu'on voulait transmettre avec ce jeu. Un jeu accessible, avec des règles très courtes. Et une fois qu'on a joué 1 ou 2 fois, on n'a même pas besoin de vérifier les pouvoirs des tuiles. C'est ce qu'on voulait. Et aussi, ce qui rend l'expérience plus palpitante pour un si petit jeu, c'est qu'on a essayé de trouver la balance entre la chance et la stratégie, et les pouvoirs. Même si c'est un jeu avec beaucoup de chance, le peu de stratégie inclus veut dire que si on gagne, on a quand même bien joué. Et si on perd, on n'a juste pas eu de chance.
Et je ne suis pas la première personne à dire cela, mais c'est très vrai. Et c'est souvent la formule utilisée pour ce genre de jeu. Trouver le point intermédiaire entre chance et stratégie. Ce qu'on a, je pense, bien réussi à faire avec l'éditeur. Je trouve que le jury a bien compris. The formula, no, behind the success of some game. Not all the games work like this, of course, no. But of this type of games, it's finding the right spot between. And I think we did. We and the publisher a good job in. And I think the jury got what we wanted to convey with the game. Oui, comme Paolo vient de dire, pour ce genre de public, c'est pas pour tous, hein. Pour les gamers c'est différent, mais pour les familles, si tu vas réaliser un jeu où tu peux utiliser ces ditons qu'on a en Italie, je ne sais pas s'il y a aussi en France, qui si je gagne, je suis bravo, autrement c'est pas la chance, hein. Cela va donner un bon goût tous les joueurs. Et en plus, le fait que l'expérience c'est très bref, en 20 minutes, tu peux jouer tranquillement à 3-4. C'est là, comme dit aussi la justification donnée par la jury, te permet d'avoir une revenge. Je ne connais pas Une revanche. Une revanche. Et cela, c'est bien en famille. Hein. Alors, on sait que bon, pour les auteurs, le Spiel des Jahres, c'est un peu le top. Mais moi, je connais pas du tout le marché italien du jeu. Est-ce que vous pensez que le Spiel des Jahres sur une boîte, c'est quelque chose que le public qui joue reconnaît maintenant? Oui, pas partout, pas dans les grands publics, je crois. Mais en réalité, entre les joueurs, oui. Donc, si c'est une famille de joueurs, et c'est sûr qu'il s'est connu. Je viens de recevoir la semaine passée un message sur Instagram d'un monsieur qui n'est pas un joueur. Il va acheter juste un jeu par année. Qui m'a dit je vais acheter toujours les Spiel des Jahres. Donc, en réalité, c'est beaucoup plus étendu comme connaissance de ce que je croyais. Donc, oui, il est en train de faire grandir son connaissance aussi dans les marchés, dans la grande distribution italienne. It's also a bit strange because actually there is a small paradox because the Spiel des Jahres, of course, is in Italy. Now, while in Germany, of course, is widely recognized, no, by the families, by the shops, and everything. Spiel des Jahres in Italy is a brand that's mainly recognized by experienced players, no, because it's and it's also the type of players that usually look for something different from the type of games that are in the final of the Spiel des Jahres. So usually what you read right after. C'est aussi un peu paradoxal parce que le Spiel des Jahres en Allemagne est largement reconnu par les familles, les boutiques, etc. Mais en Italie, c'est juste une marque qui est surtout reconnue par les joueurs expérimentés. Et c'est aussi le type de joueur qui en général recherche autre chose que les jeux sélectionnés pour le Spiel des Jahres. Alors en général, quand le prix est décerné, ce qu'on entend c'est « Ah, le Spiel, c'est pas comme il y a 10 ans ou 20 ans ». Le niveau de complexité des jeux qui ont gagné le prix avant était très différent, mais là, le marché a changé, en Allemagne aussi. D'ailleurs, ils se sont adaptés et ils donnent 2 prix maintenant. Donc c'est reconnu, oui, mais sauf exception, ce n'est pas quelque chose qui aide vraiment à vendre le jeu là-bas. En France, vous avez l'As d'Or. Nous, on a le Gioco dell'anno, qui devrait être ce que peuvent être l'As d'Or et le Spiel des Jahres sur les autres marchés. Et on va dans cette direction parce qu'on a besoin de quelque chose pour aider les gens, les joueurs qui ne jouent pas régulièrement, qui achètent peut-être un seul jeu par an. On a besoin de quelque chose qui leur dise « Ah, c'est sans doute un bon choix ». On the other markets. So, but we are going in that direction because we need probably something to help people and players and people that are not players to recognize something that game that if I buy just one game I hear, no, I choose this one. That should be a bit good choice, no. So that's what we need. But yes. Je crois qu'un joueur, s'il doit conseiller une famille de non-joueurs, va conseiller peut-être ce qui va vaincre le Spiel des Jahres. Donc c'est aussi cela qui pousse. Mais le marché en Italie est vraiment différent de la France. Ok.
Ok. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite bien sûr bonne chance pour ce soir. On se retrouvera à la cérémonie. Bye bye. Ciao. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, on est toujours à la BerlinCon cet après-midi et nous sommes en compagnie de Matt Leacock qui a la particularité, alors on va pas le représenter toute sa ludographie, mais qui cette année est en compétition pour 2 jeux pour le Kennerspiel. Hi Matt. Hello. So you are in the selection. Tu es dans la sélection du Kennerspiel pour 2 jeux différents, donc 2 jeux sur 3. J'imagine que tu es un peu plus confiant pour ce soir. Are you confident for tonight? Or... I wouldn't say. Je ne dirais pas confiant, mais plutôt excité. Je préfère ne pas paraître trop confiant. Ok. Oui, donc tu vas monter, Matt, plusieurs fois les marches ce soir et dans la journée. Oui, je vais devoir monter et descendre les marches quelques fois, effectivement. On peut dire que c'est 2 jeux très différents pour lesquels tu es dans la sélection. Le premier, Les Aventuriers du Rail Legacy, and Emission. Emission pour le titre allemand et Daybreak en VO. Daybreak in English. Peut-être on imagine que Les Aventuriers du Rail, c'est plus l'éditeur qui est venu vers vous pour faire la version Legacy. En fait, c'est Alan Moon qui nous a demandé à Rob et moi, à sa conférence The Gathering of Friends, si on voulait bien l'aider à faire une version Legacy. Je pense qu'il a dû d'abord essayer de le faire seul et s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas avant de nous demander de rejoindre son équipe. Et on était très heureux de le faire. Ok. Oui, ça devait être Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu très important dans l'histoire du jeu de société, ce qu'on appelle un gateway game. Est-ce que c'était important pour vous de travailler dessus et de reprendre les mécaniques initiales et de les adapter au Legacy? It was a very good game. Oui, c'était un jeu très adapté à un traitement Legacy, parce qu'il était simple et très connu. Donc apprendre à y jouer était rapide et on a pu lui rajouter des modifications intéressantes. Un très bon candidat pour un portage vers un mode Legacy. Et est-ce que tu avais des requêtes spécifiques quand vous avez travaillé sur le jeu? Do you have specific requirements on the thematics you have to... Est-ce qu'il y avait un cahier des charges spécifique que vous deviez respecter concernant les thèmes abordés dans Légendes de l'Ouest ou encore les mécaniques à utiliser? Parce que moi j'ai fait la campagne et c'est vrai qu'à chaque plateau c'est comme si on découvrait un nouveau mini-jeu avec une nouvelle ambiance. Et est-ce qu'il y a des choses spécifiques qu'on vous a demandé ou vous avez pu créer tout librement? In the game, do you have specific requirements or you create everything? We created all of it as we went along. On a tout créé sur le moment, oui. L'idée d'avoir une surprise, un cadeau dans chaque boîte, était très intéressante à nos yeux, ainsi que l'idée de pouvoir les ouvrir dans l'ordre qu'on voulait. Okay. On s'est tous les 3 dit que ça plairait vraiment aux joueurs. Et concernant les thèmes abordés, c'était un choix d'avoir quelque chose de très dans l'imaginaire, un peu dans le fantasme de l'Ouest américain. C'est quelque chose qui a pu être mis en avant. It's a really good point. We wanted it to be a fantasy game, and the more you play, the more you see that it's a fantasy. C'est une bonne remarque. On voulait que ce soit un jeu dans un univers fantastique et que plus le joueur progresse, plus il se rende compte que ça l'est. L'histoire américaine est très chargée pour tout ce qui touche à la conquête de l'Ouest. C'était donc assez difficile pour nous d'intégrer les indigènes, même s'ils étaient là. Je ne pense pas qu'on ait vraiment pu résoudre ce problème et j'ai quelques regrets à ce sujet. Mais bon, on voulait que ça reste un jeu léger et comme on ne voulait pas complètement ignorer ça, on a rajouté une note dans la règle. J'espère que s'il arrivait que cela se reproduise, on gérerait mieux cet aspect. Parce qu'avec ton autre jeu, dont on va parler, Daybreak, on n'est pas du tout dans le fantasme, parce que ça parle de la pollution et des problèmes environnementaux. Yeah, that's a big contrast, right? Daybreak or Emission in Germany started with that thought. C'est un gros contraste, n'est-ce pas? Daybreak ou Émission en Allemagne a commencé avec une pensée et un thème dès le départ. On voulait un jeu qui parle du dérèglement climatique, qui montre un futur optimiste et qui soit basé sur des technologies et des politiques réelles. Donc on a beaucoup dû se renseigner. So we researched it a lot. Pour Daybreak, l'idée est venue de toi. Comment tu as rencontré Matteo? Est-ce que c'est lui ton co-auteur? Est-ce que c'est lui qui avait l'idée du jeu? Comment vous avez né l'idée du jeu? Yeah, we actually met on Twitter. En fait, je l'ai rencontré sur Twitter. J'avais l'intention de faire un jeu qui parlait du climat et je l'avais déjà vu tweeter à propos de la création de jeux coopératifs et de ce qu'ils peuvent nous apprendre. Je savais qu'il était aussi intéressé par cette thématique, donc je l'ai contacté. On a eu une discussion qui a mené à un meeting et 3 ans plus tard, on avait un jeu. 3 années durant lesquelles je ne l'ai d'ailleurs jamais vu. Dès le début, c'était un jeu coopératif.
Oh yeah, from the very beginning, it was a cooperative game. We worked a lot on the framing. Oui, depuis le début, c'était un jeu coopératif. On a travaillé beaucoup sur le cadre de jeu pour que ça le soit. Parce que si un imposteur se trouve parmi les joueurs, ça change leur rapport émotionnel par rapport au jeu d'une manière qu'on voulait éviter. C'était un point qu'on voulait mettre en valeur. Si les joueurs coopèrent, ils auront une chance de gagner. That people, if they do cooperate, can actually win. Et est-ce que vous avez consulté des experts scientifiques? Yeah, we started with books. And then we En fait, on a commencé avec des livres et ensuite on a contacté les auteurs de ces livres et beaucoup d'entre eux ont testé le jeu pour nous. Et ils ont été tellement passionnés par celui-ci qu'ils ont écrit sur le site du jeu. Il y a environ 100 000 mots de contenu dessus. On a aussi eu des conseils de plein d'organisations comme Greenpeace ou du Red Cross Red Crescent Climate Center. which helped out in advising. Et est-ce que pour toi, les jeux de société peuvent aussi avoir un message politique et amener vraiment à la réflexion? Parce que parfois, on a des personnes qui veulent juste s'amuser. Well, first of all, when we were designing the goal for the game, Tout d'abord, quand on a commencé à chercher le but du jeu, on voulait s'assurer que le jeu soit amusant. C'était important que les joueurs veulent y jouer d'abord pour s'amuser. On ne voulait pas qu'il soit vu comme un jeu pédagogique, car honnêtement, personne ne veut jouer à ce genre de jeu aussi. Mais on s'est dit que si on y joue, qu'on y prend plaisir et qu'il parle du climat avec des mécaniques similaires à la réalité, on apprendrait en jouant sans qu'on ait besoin de nous forcer à y jouer. Et même avoir une conversation dans ce jeu pourrait être un argument politique, un engagement d'une certaine manière. C'est aux joueurs de décider ensuite s'il veut aller plus loin, et on lui donne les outils pour le faire avec les QR codes sur les cartes. Mais rien ne l'oblige à le faire. so we'll meet you where you are. And how do you decide to choose the Comment vous avez choisi les grandes puissances que les joueuses incarnent? Parce qu'on peut être les États-Unis, l'Europe, la Chine ou encore le Majority World. Comment vous avez défini et choisi ces puissances? how do you choose them? Yeah, that came out from our Oui, en fait, c'est une chose qui vient de notre recherche. Un des livres qu'on a référencé s'appelle The 100% Solution et parlait des États-Unis, de la Chine et de l'Inde. Donc on a pris l'Inde et on l'a étendu au reste du monde parce que ce sont les personnes qui ont le moins contribué au problème et qui ressentent le plus d'impact. Donc on a fait en sorte que ce soit un joueur à part entière. Et c'est comme ça qu'on a développé le reste du jeu. Do you think that I don't know if in America it's the same, but in Je ne sais pas quelle est l'opinion sur ce sujet aux États-Unis, mais en France, on a beaucoup de débats aujourd'hui sur le jeu vu comme un objet culturel et pas seulement comme un objet commercial. Et est-ce que tu penses qu'un jeu comme Daybreak, avec un propos politique qui soulève des questionnements chez les joueuses, va dans cette direction de promotion du jeu comme un objet culturel? can go in this direction? I think so. Yeah, I honestly think that. Je pense, oui. Je pense honnêtement que tous les jeux sont un média culturel d'une certaine manière et que c'est une erreur de penser que ce sont des objets neutres. J'encourage d'ailleurs les autres auteurs à réfléchir aux idées qu'ils veulent transmettre à travers leurs jeux. Elles n'ont pas l'obligation d'être politiques, mais cette option existe et c'est une manière puissante d'impliquer les joueurs car on implique aussi leurs émotions. D'ailleurs, ça vient aussi avec une certaine responsabilité. Okay. Il faut être le plus proche possible de sa réalité et réfléchir précisément à la manière de la transmettre. About what you're trying to communicate. Merci beaucoup, Matt. C'était Oh, thank très you. agréable. Merci, my pleasure. Merci. Merci beaucoup. Bye. Das Spiel des Jahres 2024 ist Sky Team! Bon bah Paul Gara, voilà, C'est fait. La cérémonie Ouais. du Spiel des Jahres Avec de- 2024 vient de se terminer. Beaucoup d'émotions, on va le dire. Ouais, tu me disais que t'avais trouvé ça un petit peu long. Alors c'est vrai Je suis que bien patiente, il faut le c'est vrai, savoir. c'est vrai qu'il y avait 9 nominations à Oui. passer, plus quelques interludes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, bah, c'était très carré, en fait, je trouve ça très carré. Après, c'était bien parce qu'on avait la traduction en anglais. Je pense que si ça avait dû Oui. être en allemand, j'avoue que mon niveau d'allemand m'aurait absolument pas permis de suivre et que je pense que je me serais probablement, alors pas endormie, mais j'aurais vite fait autre chose. Le fait que ce soit en anglais, ça aide quand même. Oui, c'était la première année. Voilà, qui bon, faisait moi, ça. je suis très impatiente, hein, donc je le reconnais. Donc pour moi, il y avait quelques longueurs à certains moments. Mais sinon, ça a été assez quand même bien organisé, assez cadré. J'ai pas du tout compris qui était la dernière personne qui était montée sur scène et qui avait donné le prix. Alors parce qu'effectivement pour les 3 prix, il y a
Une personne, oui, voilà, qui est montée sur scène et qui a à chaque fois révélé le nom du jeu gagnant. Et donc la dernière personne pour le Spiel des Jahres, eh bien c'est une humoriste en fait, une comédienne, comédienne allemande. Je l'avais un petit peu déduit, mais du coup j'étais pas du tout sûre. Voilà. Et donc elle était là parce que elle est fan de jeu et c'est donc elle qui a révélé le nom du gagnant du. Qu'est-ce qu'elle est à l'aise sur scène, c'était la plus à l'aise de la soirée. C'est littéralement son métier. Ceci explique cela. Voilà. C'est un peu la Vincent de Dienne. Et donc, on peut rappeler le palmarès final. Donc, le Kinderspiel des Jahres est allé au Clé Magique de Arno Steinwender et Markus. Qui était le seul jeu de la sélection que j'avais joué à Essen il y a 2 ans, donc c'était très bien. Voilà. Le Kennerspiel, eh bien, c'est. On s'en doutait un peu parce que le jury avait beaucoup insisté sur le thème. Donc, c'est en allemand et Mission ou Daybreak pour le titre anglais. Donc de Matt Leacock et Matteo Menapace. Et puis pour le Spiel des Jahres, eh bien c'est Sky Team. Porté par le Scorpion masqué, qui a remporté le fameux gros pion en bois. Oui, il y avait quand même un des invités qui était là pour remettre un prix, qui a fait un documentaire, si j'ai bien tout saisi. Oui, c'est ça. Ça a l'air assez intéressant. Qui s'appelle Spielrepublik Deutschland, donc Allemagne République des Jeux. C'est un documentaire, moi j'ai entendu parler, je ne l'ai pas encore vu, mais un documentaire de 90 minutes quand même, et dans lequel on peut voir Inka et Markus Brand, on peut voir Uwe Rosenberg, on peut voir le défunt Klaus Teuber, le créateur des colons de Catan, et quelques autres créateurs de jeux notamment. Moi je ne manquerai pas de le regarder dès que j'aurai une occasion. Écoute, j'essaierai de regarder aussi, puis on encourage tout le monde à aller essayer de le regarder. Si vous le trouvez avec des sous-titres. Des sous-titres, ça le fait. Voilà. Nous on va continuer les interviews là ? Écoute, oui, maintenant que le palmarès a été révélé, on va pouvoir continuer à interviewer les auteurs de jeux qui sont montés sur scène ce soir. Alors on poursuit ces interviews du Spiel des Jahres et nous sommes en compagnie de Matthew Dunstan. Salut Matthew. Salut. On est après la remise des prix, donc malheureusement, Brett, Gilbert et toi, vous n'avez pas gagné avec la Guilde des Expéditions Marchandes. Non, ça va. Okay. J'aimerais bien une bière, mais pas pour cette raison. Juste parce que je suis un peu fatigué. Non, mais c'est chouette d'être là de toute façon. Quand on crée des jeux et qu'on est potentiellement dans des sélections de prix, on doit apprendre à ne pas forcément gagner. Comment tu le gères, toi? It's a good phrase, learn to lose. Like in board games, in fact. Well, yes, that too. I mean, you have to just remember just how lucky to even be here. Yes. I mean, yes, I'm a loser C'est une bonne chose d'apprendre à perdre. En fait, on doit juste se rappeler comme on est chanceux d'être là. Même si on perd, on est dans le top 3 pour un prix parmi je ne sais pas combien de jeux ont été annoncés, des milliers de jeux. C'est toujours un grand accomplissement. Oui, bien sûr, on est un peu déçus, mais c'est génial d'être là. Et une autre chose, c'est qu'être auteur de jeu, c'est souvent travailler seul. Le monde est grand, et on se rend compte pas. Par exemple, on n'aurait pas eu l'occasion de discuter ensemble, Paul Gara. On vient des endroits opposés dans le monde, mais grâce au Spiel, on peut discuter face à face. Et par exemple, l'année dernière, je pouvais encore me souvenir des mois plus tard des gens que j'avais rencontrés et des super conversations qu'on avait eues. Je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé. Tu as dit que être game designer, c'était travailler beaucoup seul, mais toi, tu as quand même quelqu'un avec qui tu travailles beaucoup. Don't let my wife hear this. No, that's true, and I have co-design. Oui, c'est vrai. Je travaille depuis longtemps avec Brett. Et depuis quelques temps, les choses ont changé. Car je suis retourné vivre en Australie et Brett vit en Angleterre. Alors qu'on vivait dans la même ville, à Cambridge, pendant 10 ans. J'étais productif. C'était une relation incroyable. Et maintenant, on vit tellement éloignés que c'est sûr que ça va être difficile de collaborer ensemble de la même façon. Now that we live so far apart, it's a bit harder to collaborate in the same way. Vous vous êtes rencontrés en Angleterre? We did, yes. Oui, j'ai déménagé d'Australie vers le UK pour faire mon PhD à Cambridge. Et il vivait déjà à Cambridge. On s'est rencontrés, on a commencé à créer des jeux ensemble, à faire des playtests.
Et ce ne serait jamais arrivé si j'avais pas déménagé à l'autre bout du monde. Comment tu décrirais votre relation? Vous êtes complémentaires, vous allez toujours dans la même, ou bien au contraire, vous êtes toujours dans la même direction? Absolutely, and you change depending on who you work with. I remember Bruno Catala said something which is like, I change who I am depending on who I'm working with, basically, in a good way. Yeah, and I think with Brett, we're actually very complementary, I would say. I'm more of a person who's good at Absolument, et on s'adapte aux autres. Je me souviens que Bruno Catala a dit quelque chose comme « Je suis un auteur différent selon la personne avec qui je travaille ». Bien sûr, on change d'une bonne façon. Avec Brett, on est en fait complémentaires, je dirais. Je suis celui qui arrive avec des nouvelles idées, qui fait le premier prototype, ce qui peut être difficile car on part d'une page blanche, et ensuite je montre ça à Brett, qui y joue en guise d'introduction. Et lui, il est excellent pour améliorer, simplifier. Parce que les jeux, c'est pas juste des règles et des idées, c'est aussi comment on présente ça aux joueuses pour rendre leur expérience la meilleure possible. Et Brett est vraiment fort pour ça. Et aussi, il est excellent pour écrire les règles, parce qu'on voit la différence entre un mauvais livret de règles et un bon livret de règles. C'est une compétence vraiment particulière, et je pense qu'il y a peu d'auteurs qui savent bien faire ça. Ce qui n'est pas grave, on ne peut pas être bon partout. Brett, lui, est très bon pour ça, et c'est un atout incroyable pour nous. That I would say very few game designers have. And that's not a bad thing. It's hard to be good at many things. But Brett is excellent at writing rules, and that's a huge boon for us, I think. Tu disais que vous étiez complémentaires et que toi, souvent, tu apportais les idées. Je trouve que dans tous les jeux que tu crées, il y a vraiment beaucoup de jeux très différents. Il y a certains auteurs qui font... on retrouve souvent les mêmes patterns, mais toi, il y a vraiment, c'est très éclectique. Oui, je crois que je préfère jouer à 1000 jeux une seule fois, plutôt que 1000 fois à un seul jeu. Et tu penses aussi que ça influence ta créativité? Yeah, I think for me, designing games is something like solving a puzzle. Oui, pour moi, créer des jeux, c'est comme résoudre un puzzle. Au début, tu sais pas à quoi ça va ressembler exactement. Pour moi, le plus incroyable, c'est le moment où ça fonctionne pour la première fois. Ça peut être 6 mois après que tu aies commencé à travailler, et beaucoup de prototypes ne fonctionnent pas. Et il y a un moment où le jeu sort de l'avant, et tu es certain que tu finiras le jeu, et tu sais ce que c'est. Et tu peux sourire et te dire que c'est fait. Le jeu n'est pas terminé nécessairement, il y a peut-être plus de développement ou de tests, mais tu as résolu le puzzle. Et donc, je pense que à cause de ça, je fais des choses différentes. Je ne veux pas résoudre le même puzzle 2 fois. Donc, je suis toujours en train de chercher des choses différentes. Et je pense que l'autre chose, c'est que tu as tellement de façons différentes d'avoir des idées. Et moi, en particulier, j'aime trouver des idées même en dehors des jeux de plateau. J'ai envie de faire des styles différents dans mon travail. Si on parle plus précisément de la guilde des expéditions marchandes, comment est né le jeu en fait? Yeah, I mean, I've made quite a few sort of, flip and fill, roll and write games recently, and it's a style I really enjoy. So I think that's Oui, j'ai fait pas mal de jeux flip and fill, roll and write récemment, et c'est un style que j'aime beaucoup. Donc je pense que le mécanisme de cartes dans le jeu est venu très naturellement. Mais je pense que c'est parce que j'ai beaucoup pensé à ces idées. Mais je pense qu'au début, je voulais vraiment faire un jeu avec une belle carte. Et Kingdom Builder, je pense, était probablement l'inspiration. Comment on fait pour que les joueuses puissent explorer quelque chose, mais avec un peu de puzzle, comme si elles ne pouvaient pas aller n'importe où. Et en fait, le prototype initial n'était pas tellement différent du jeu final. Je pense que la seule chose qui est certainement arrivée plus tard dans le processus, qui était probablement le changement le plus important, c'est les pouvoirs spéciaux que les joueuses gagnent. Ce n'était pas là à l'origine, c'était un peu plus comme un deck building qu'il y avait. Et je pense que, en regardant nos prototypes, il y a 3 mois après que nous avions commencé le game design, j'ai eu la première idée de ces pouvoirs spéciaux que les joueuses obtiennent. Je pense que l'on peut être tellement obsédé par l'équilibre dans les jeux, on veut que toutes les joueuses aient une chance égale. Mais on oublie que souvent les moments les plus mémorables des jeux sont des moments où on se sent incontrôlablement puissant. Some of the most memorable things at games are where you felt like uncontrollably powerful. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'adore justement quand on a des pouvoirs très forts dans les jeux et puis qu'on a le sentiment qu'on peut tout changer avec juste une carte en fait. Yeah, and you think like, is the game broken? Did like how could I be doing this? But oui, et on pense, est-ce que le jeu est cassé? Comment pourrais-je faire ça? Mais ce que les gens vont retenir du jeu, c'est qu'on a cette sensation. On prend la carte et on se dit, oh, tout d'un coup, je peux faire 4 fois plus de choses. Et on se demande, comment est-ce possible? Cette carte doit être meilleure que toutes les autres. Puis on regarde ce que nos adversaires ont mis sur la table et on se dit, ah non, je veux cette carte. Ça a l'air d'être encore mieux.
Je dirais que c'est difficile de faire un deck de cartes qui a de la variété, et que tous les pouvoirs sont excitants. Et c'est un travail vraiment bien fait de Josh Wood, le développeur de AEG, qui nous a vraiment aidé à maîtriser le design de la carte, mais aussi des cartes d'action spéciales, parce qu'elles sont si importantes pour le jeu. Especially the special action cards, because they're so important to the game. Alors j'ai une dernière question qui n'est pas en lien avec le jeu, mais je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, il y a un de tes jeux que beaucoup de joueurs et joueuses adorent, c'est Elysium, et on aimerait tous avoir une extension pour le jeu. Est-ce que tu crois que c'est possible un jour? Well, I mean, anything's possible. Je veux dire, tout est possible. Mais nous aimons vraiment le jeu. Nous savons qu'il y a des fans de ce jeu. Ils savent que nous avons conçu une extension pour le jeu qui existe déjà. Donc nous travaillons sur ce sujet. Nous n'avons pas de plan ferme, mais nous le voulons autant que les joueuses. La seule chose que je dirais aux joueuses, c'est de continuer à le dire à Space Cowboys. Je ne dis pas qu'ils seraient les seuls à pouvoir le sortir, mais cela aiderait les autres éditeurs qui pourraient être intéressés. Donc oui, espérons-le. Ok. Yeah, have hope. Merci beaucoup Mathieu. Merci Thank you. beaucoup. Alors nous continuons ces interviews et là nous sommes avec Wolfgang Warsch. Salut Wolfgang. Hello, nice. Hello à vous, c'est chouette de vous rencontrer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on va parler de l'essentiel. Récemment, tu as fait beaucoup de jeux enfants et tu expliques que c'est parce que tes enfants sont ton premier public, tes premiers playtesters. Yes, definitely. I mean, this was basically the only reason why I started making kids games were my own kids, because before I started making them. Oui, c'est ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer des jeux pour enfants. Avant de les créer, je n'avais jamais joué à des jeux pour enfants. Si vous voulez développer des jeux pour enfants, je pense que c'est très important d'y jouer et de savoir ce qui est sur le marché, de savoir à quel âge les enfants peuvent jouer. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, mais ça vous aide à comprendre les jeux, ce qui est important. Et ce qui est très important pour moi, c'est que j'aime faire des jeux pour enfants parce que je peux y jouer avec mes enfants. Ils aiment jouer avec moi, ils aiment jouer aux jeux que j'ai achetés, mais d'une certaine façon, ils aiment aussi jouer aux jeux que j'ai créés. Je pense que quand mes enfants seront adultes et qu'ils n'aimeront plus jouer à un de mes jeux, je ne peux pas imaginer continuer à faire des jeux pour enfants, parce que c'est ça le plaisir pour moi. Je veux jouer avec mes enfants, je veux les voir s'amuser. Keep on making kids games, because this is basically right now the joy for me is like I want to play it with my kids, I want to see them enjoy it and everything. Et est-ce que tu as du coup, en jouant avec tes enfants, tu as essayé des jeux d'autres auteurs? Et est-ce que tu as envie du coup, on dit souvent par exemple que les jeux pour enfants c'est la mémoire ou ce genre de choses. Est-ce que toi tu as envie justement d'explorer d'autres mécaniques? Yes, this is always like the fun that I have in games is finding a new mechanic. This doesn't necessarily have to be specifically a kids game. Sometimes it just come up with a mechanic. Oui, c'est toujours le cas. L'amour que j'ai pour les jeux, c'est de trouver une nouvelle mécanique. Ce n'est pas nécessairement pour un jeu d'enfant. Parfois, j'arrive avec une mécanique et je me demande si c'est destiné à un jeu familial ou si c'est quelque chose que je peux réduire pour que les enfants puissent s'amuser. Parfois, c'est une décision difficile. J'ai développé la mécanique, mais ça me prend du temps de savoir si je dois en faire un jeu pour la famille ou un jeu pour enfants. Mais oui, j'apprécie de trouver une nouvelle mécanique qui n'existait pas avant. But yeah, I enjoy like trying to find kind of a new mechanic that hasn't been there before. On parlait de mécanique. Moi, j'ai remarqué quelque chose avec le jeu qui a été nommé aujourd'hui, Große Kleine Edelsteine, c'est qu'il y a une mécanique d'estimation. Et en fait, c'est une mécanique qu'on a déjà vue dans plusieurs de tes jeux, par exemple comme Illusion et Wavelength. Est-ce que c'est quelque chose que... qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans cette mécanique? Ou même The Mind? Actually, this is the first time that someone mentioned this, and I haven't even realized it. Now that you say it, I say, yeah, you're right. En fait, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, et je ne l'avais même pas réalisé. Pour moi, c'est plus une coïncidence. Mais tu as raison quand tu as mentionné Illusion. J'ai joué ce jeu avec ma fille, Illusion. Elle a vraiment apprécié ce jeu, même si ce n'est pas typiquement un jeu pour enfants. Mais elle aimait jouer à ce jeu et avoir à estimer les choses. Et à partir de cette idée, mon jeu Große Kleine Edelsteine est né à partir de là. J'ai dit, qu'est-ce qui peut faire un jeu d'estimation qui est une sorte d'illusion, mais qui est assez facile pour les enfants à apprendre. But that is like easy enough for kids to grab and understand. Et est-ce que tu dirais que c'est un bon exercice de faire des jeux pour enfants, car comme tu le disais, il faut les réduire, il faut les épurer, et que souvent on reproche aux jeux d'être peut-être trop
d'avoir trop de choses et que justement on aime beaucoup les jeux épurés? Exercise in the way that you say that as a designer you should kind of try this at some point, probably. I mean, for me, C'est un exercice dans le sens où, en tant que game designer, on doit essayer. Pour moi, c'est toujours comme trouver un jeu avec une mécanique pure. J'aimerais toujours créer des jeux comme The Mind ou Illusion, où vous avez juste la mécanique fondamentale et c'est déjà 95% du jeu. Mais en même temps, j'ai l'impression que ce sont les mécaniques les plus difficiles à trouver. Parfois, j'ai un jeu comme Les Charlatans de Belcastel, où j'ai initialement juste une idée de bag building très simple. Mais parfois, il faut construire des choses autour pour que ça fonctionne. Mais oui, j'ai toujours l'intention de faire le jeu le plus simple possible. Et si c'est suffisamment simple pour en faire un jeu enfant, tant que mes enfants sont petits, alors j'en fais un jeu pour enfants. easy enough for kids game to grasp. Right now, as long as my kids are little, I like to make a kids game. Autre chose que j'ai remarqué aujourd'hui dans la sélection pour les jeux pour enfants, eh bien, il y avait 3 auteurs autrichiens. Je voulais savoir si tu penses qu'il y a une patte de l'école autrichienne. Est-ce qu'il y a des particularités? Comment vous travaillez entre vous? Est-ce qu'il y a des rencontres d'auteurs, par exemple, en Autriche? Oh, I could talk a lot about this, but I don't want to make it too long. So I'm super proud right now about the scene in Vienna. We are all very close. We know each other all very well. There are basically like 2 meetings each week, one from the agency White Castle, which is right now probably the most successful. Je pourrais en parler très longtemps, mais je vais essayer d'être rapide. Je suis très fier de ce qui se passe à Vienne. Nous sommes tous très proches, nous nous connaissons tous très bien. Il y a 2 réunions par semaine, une de White Castle, dirigée par Anita Landgraf. Ils sont brillants. Et l'autre réunion, nous nous rencontrons une fois par semaine avec d'autres créateurs, organisés par Alexander Pfister, qui est le créateur de Great Western Trail et d'autres grands jeux. Nous avons aussi Peter Prince, qui a reçu une nomination pour Thieves. Je suis assez proche de Marcus, qui a gagné aujourd'hui avec Clé Magique. En particulier ces dernières semaines, nous nous sommes vus une fois par semaine. Nous avons une belle scène à Vienne, avec beaucoup de créateurs, très proches. Nous jouons ensemble, nous testons nos jeux, nous nous entraidons, et nous sommes très fiers de ce qui s'est passé ces 5 à 10 années à Vienne. Une belle équipe s'est formée. We test, we give feedback, and we are super proud of what happened the last 5 to 10 years that in Vienna such a nice group grew or happened, let's say it like that. Eh bien, merci beaucoup Wolfgang du temps que tu nous as accordé. Thanks, it was a pleasure. Thank you a lot. Inspiration, wax on the table, insulation, was wrapped around a cable, intonation, treble basin, devil chaser with the rebel. Donc on continue cette interview avec l'équipe de Blue Orange. Donc nous sommes en compagnie de Mathieu Lanvin et de Thierry Denoil. Donc vous étiez là pour présenter dans la catégorie du Kinder Spiel Taco Chaton Pizza, qui est donc la déclinaison enfant d'un jeu qui est déjà très familial, on en parlait, et dont la première occurrence est de 2018, un jeu de Dave Campbell. C'est un jeu qui a c'est déjà toute une gamme en fait, ce jeu. Oui, en fin de compte, le jeu original, il a été lancé aux États-Unis. Et puis, suite au succès de ce jeu-là, il y a eu plusieurs versions qui ont été faites. Je crois que la première, c'est le Flipside, avec les cartes. Donc, on a fait taco, chapeau, gâteau, le truc pour les orthophonistes en France, là, le chapeau, gâteau, cadeau, je sais plus dans quel ordre. Et après, il y a eu le Flipside, ouais. Le Flipside, et puis on en a fait plusieurs autres. Enfin bon, on essaie de décliner un petit peu la gamme, parce qu'elle s'y prête, en fin de compte. Et là, on a fait récemment cette année là, le taco chaton pizza. D'accord. Qui est la version enfant du taco chat goat cheese pizza. Voilà, qui a eu l'idée en fait de faire une déclinaison, parce que c'est déjà un jeu auquel les enfants jouent facilement, mais effectivement pas des très jeunes enfants. Qui a eu l'idée en fait l'envie? L'idée, c'est Mathieu en fin de compte. C'est Mathieu qui m'a dit, tiens, tu pourrais pas faire une version enfant du taco chat. Et puis j'ai commencé à y travailler. Et en fin de compte, j'avais une autre idée à la base pour faire une autre variation du taco chat de base. Où en fin de compte, au lieu d'avoir la petite ritournelle, que les gens en fin de compte donnent le nom de la carte avant. C'est qu'ils essayent de deviner en fin de compte ce qu'il y a sous la carte. Voilà. Sauf qu'avec la version de base où il y a 5 cartes,
ça marchait pas parce que les probabilités étaient trop importantes. Et quand on a commencé à travailler sur le taco chaton, comme on voulait réduire le nombre d'icônes, eh bien, cette mécanique fonctionnait super bien en fin de compte. Donc on a les 3 icônes et les enfants, en gros, ils doivent deviner quelle est l'icône qu'il y a sous la carte. Et aussi, il y a un petit côté malin, c'est quand il y a plusieurs cartes qui sont mises au centre, on voit s'il y a eu beaucoup de pizzas qui ont été retournées, il faut peut-être mieux aller sur le taco ou sur le chat. Donc il y a une petite gestion de la probabilité, enfin c'est des toutes petites notions de probabilité qui sont introduites. Et on en discutait en off tout à l'heure, Mathieu, tu disais qu'il y avait eu beaucoup d'itérations en fait avant d'arriver à la version finale, celle qui est sortie. Effectivement, quand on s'est dit pour compléter la gamme King Domino, réflexe, pour compléter la gamme de taco, parce que taco, on a 8 plus sur la boîte, 6 plus, je sais plus. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des enfants de joueurs qui jouent. Donc le réflexe de tout le monde et même nos distributeurs, c'est se dire, il n'y a pas besoin d'une version enfant pour taco, c'est déjà un jeu pour enfants. Mais l'air de rien, le jeu original, il fait appel à plein de mécanismes qui sont tous mélangés, pas si simples. Il faut retenir une ritournelle, il faut observation rapidité, il faut pas se tromper, pas droit à l'heure. Ça peut être hyper frustrant pour un enfant, il fait un geste, c'est pénalisé directement. Il y a des actions spéciales, elles sont compliquées, il faut faire des gestes. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Le jeu est simple, etc. Mais beaucoup de petites choses qui fait que la première itération de quand on s'est dit il faut faire un taco junior, on teste avec le public ciblé du 4-5 ans et plus, ils étaient perdus. Ça marchait pas du tout. La notion de ritournelle, rapidité, on avait eu l'impression en tant qu'adulte de simplifier la chose, mais le test terrain a prouvé complètement le contraire. Donc effectivement, on a retiré un peu toutes les couches pour aboutir petit à petit à moins d'éléments, moins de pouvoirs spéciaux, mieux accompagner les choses, pas pénaliser, pas être dans la frustration. Et pour arriver à, ok, on a 3 items, on garde, je crois qu'on l'a même mis en variante, le bonbon on peut l'enlever du jeu de base parce que le côté quand on retourne le bonbon qu'il faut taper vite au milieu, ça va faire un peu la passerelle avec le taco d'origine qu'on connaît. Donc voilà, petit à petit, à force de tester avec le public qui a cet âge-là, et pas forcément du public de joueurs, parce que c'est vrai que dans le développement des jeux, si tu fais tester aux enfants des collègues qui ont l'habitude de bouffer du jeu, etc., ou les enfants de joueurs, sur ton âge cible, tu vas être pas bon. Et nous, on vise vraiment le grand public. Donc, on bosse avec des écoles, avec des ludothèques, etc., pour aller vraiment chercher, comme on dit, monsieur et madame tout le monde, les enfants de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que ça va fonctionner ? Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Si, tout à fait. Une autre question. Le jeu d'origine, c'était le jeu de Dave Campbell uniquement. Du coup, toi, t'es co-auteur avec lui pour cette version-là. Comment on s'intègre aussi en tant que co-auteur dans un jeu dont la base existe déjà ? Comment t'as travaillé avec Dave Campbell finalement ? En fin de compte, je lui ai proposé les idées. Ouais. Je lui ai dit, tiens, on a envie de faire une version enfant. Voilà ce qu'on pense faire. Et puis, en gros, il dit ok, ça me plaît bien. On a fait 2-3 allers-retours, mais c'est conforme à l'idée d'origine. Pour lui, c'est ce qu'il faut, c'est que ça reste dans l'idée, dans l'esprit de son jeu initial, c'est ça ? C'est ça. Lui, ce qui l'intéressait, c'est que, en fin de compte, ce qu'on a vraiment gardé sur la version enfant, c'est le fait qu'on dit quelque chose avant de retourner la carte. Et on l'a fait d'une façon un petit peu plus simple, en fin de compte. Ouais. Mais ça respectait vraiment l'esprit du jeu, parce que c'était le. Mais bien sûr, c'est validé avec l'auteur original. Oui, bien sûr. Après, c'est la gamme taco. Enfin, c'est une gamme qui est importante dans l'activité. Enfin, qui a quand même, j'imagine, si vous sortez des nouveaux titres et tout, c'est une gamme qui fonctionne bien. Oui. Alors, juste pour rebondir en complétant encore. Ouais. C'est resté un jeu de défausse aussi. Au-delà de, on annonce quelque chose, c'est un peu une initiation. Voilà, faut que je sois le premier à me débarrasser de mes cartes. Donc en ça garde vraiment l'ADN. Et effectivement, à l'heure actuelle, Taco Chat, c'est vraiment notre best-seller aussi à l'échelle monde, au niveau de Blue Orange. C'est un jeu qu'on vend. Donc là, je parle quasiment uniquement du jeu d'origine. C'est 1 million de jeux vendus par an dans le monde. Hors US. Parce que du coup, Dolphin Hat avec Dave Campbell a les droits aux US et lui-même, il en vend combien ? Cette année, en fin de compte, entre les États-Unis et le reste du monde, qui est géré par nous, on va atteindre les 10 millions de jeux vendus. Ouais. Donc, c'est des jeux qui passent un peu sous les radars, mais je pense que Taco Chat, Goji's Pizza doit être le jeu le plus vendu dans le monde à l'heure actuelle, à part peut-être les Uno et les Puissance 4 et autres.
Donc on est vraiment sur vraiment du jeu phénomène pour le coup. Oui. Et donc de ce fait, on s'adresse vraiment à monsieur tout le monde. On n'est pas du tout sur un public de joueurs ou de gens qui suivent l'actualité du jeu. Là, on s'adresse vraiment à n'importe qui. Et c'est pour ça que la version enfant aussi doit être calculée aussi pour ce public-là. Ouais. Bah, je te confirme en fait que dans l'école de ma vie, tous les autres enfants connaissent avec les loups-garous tire-ce-le. Je pense que c'est un des rares jeux de société que tous les enfants connaissent vraiment et beaucoup en ont, l'ont chez eux, quoi. Ce qui est rigolo qu'on a pu observer, c'est quand on est dans le milieu du jeu, en France, dans le milieu pro, etc., on a vraiment un prisme sur les sorties, les jeux qui buzzent, etc. Mais on sait que souvent, ça passe pas cette première couche. Et on a remarqué par plein de témoignages, là, tu viens de nous en faire encore un, que Taco-Chat, en fait, il a percé la couche de... C'est pas le public qui suit l'actualité des éditeurs milieu du jeu qui connaissent. On se retrouve des gens en mode « Ah, moi, je joue pas à grand-chose, je connais Taco-Chat. » Et ils hallucinent de découvrir que c'est peut-être nous derrière, etc. Ça atteint vraiment le grand public, cette mission-là. Et donc, en ça, c'est très chouette. Et c'est vrai que comme Z-Series, en fait, aux États-Unis, Taco-Chat, il est top 1 vente Amazon. Je ai joué. Donc, on est en train d'observer le phénomène qui augmente dans plein de pays clés, en Angleterre, en Allemagne. Il continue d'augmenter. On n'a pas encore vu le pic, donc on sait qu'il y a encore des belles années devant nous pour la gamme Taco-Chat. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Mathieu et Thierry. Et merci à vous. Merci. Avec plaisir. Super. Development no resting, enveloped in the session. Keep it mellow, no aggression, making it fresh. Alors, on continue ces interviews du Spiel. Nous sommes lundi matin, donc le lendemain de la cérémonie, et nous sommes en compagnie de Arno Scheivender, qui est un des 2 auteurs de Kinderspiel 2024, Clé Magique. Bonjour Arno. Bonjour. Vous avez fait la fête hier? Yes, of course. The night was very short and I'm a little bit... Oui, effectivement, la nuit a été très courte et je suis un peu fatigué, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. En tant qu'auteur de jeu, on espère toujours gagner un des prix du jury du Spiel des Jahres, et moi j'ai attendu 20 ans et créé 80 jeux pour que ça arrive enfin. Donc oui, c'était la fête pour moi hier soir. Oh yeah, it was a big party yesterday. Tu as travaillé avec Markus Stavicek, qui lui... l'année dernière, avait gagné avec Challengers, le Kennerspiel. Toi, tu as déjà travaillé également avec Alexander Pfister sur Cloud Age. Donc, pas du tout des jeux enfants. Yeah, Marcus won last year for the Kennerspiel. Yes, Kennerspiel, right. Yes. Yeah, there are different genres, but some authors, they only have one idea. Marcus a gagné l'année dernière pour le Kennerspiel. Il y a plusieurs types d'auteurs. Certains n'ont qu'une idée ou deux, et d'autres, comme Marcus et moi, ont tellement d'idées, dont certaines marchent mieux pour un jeu enfant, certaines pour un jeu familial et d'autres pour un jeu expert. Je sais que Marcus crée dans tous ces genres, moi aussi, mais j'ai une préférence pour les jeux enfants ou familiaux, les party games et les jeux de communication par exemple. De temps en temps, je fais des jeux un peu plus complexes, comme tu as mentionné Cloud Age tout à l'heure avec Alex Pfister. Mais j'ai besoin de co-auteurs pour ça, parce qu'il y a besoin d'énormément d'expérimentation, de tests de prototypes, encore et encore, et j'ai tellement d'idées en tête que je ne peux pas attendre tellement. Alex, par exemple, c'est un génie du playtesting, car il est capable de jouer 5 parties par semaine, et pour moi c'est beaucoup trop, parce qu'à ce rythme, le jeu me sort par le nez, et je passe à autre chose. C'est pour ça que je fais des jeux plus simples. Okay. For me, that's too much. I cannot see the game anymore, and I want to make something new. So that's why I make more easygoing games. Hier, nous avons discuté avec Wolfgang Warsch, qui nous expliquait qu'il y avait une très forte proximité entre les auteurs autrichiens, car vous êtes autrichien et pas allemand. Je précise pour les auditeurs français. C'est important pour vous de vous revoir, de vous voir régulièrement, d'échanger sur vos idées? That's so important that you go out in the world, search for other game authors and playtesters and show them your idea and also take the feedback they give you. So we are in the lucky position in Vienna, in Austria, that we have a lot of professional game authors working together. C'est très important de sortir, de voir le monde et de chercher des auteurs et des testeurs de jeux pour leur montrer vos idées et de faire attention aux remarques qu'ils vous font. Donc c'est une chance à Vienne, en Autriche, qu'on ait beaucoup d'auteurs professionnels qui travaillent ensemble. Ils sont tous très sympas, donc Wolfgang, Marcus et moi, on se connaît et on se voit de temps en temps et on teste nos jeux mutuellement. Et c'est très cool dans le milieu que personne ne regarde ce que les autres font et soit jaloux. Les gens sont plutôt contents s'ils voient qu'un prototype est prometteur et pressés de donner des bons conseils d'amélioration.
Quand j'ai commencé il y a 20 ans, il n'y avait pas tellement d'auteurs de jeux. Mais de nos jours, surtout à Vienne, on est chanceux d'avoir tellement d'auteurs jeunes, d'auteurs expérimentés, qui sont tous heureux de pouvoir aider. Par exemple, on se rencontre le lundi à un bar local et on sort nos prototypes. Et même si vous êtes novice dans ce milieu, rien ne va se passer de grave. Les auteurs donnent des retours détaillés et professionnels, vous expliquent tout, comment ça marche, ce que fait l'éditeur, ce qu'il faut rajouter. Donc oui, c'est un conseil très important et je m'adresse à toutes les personnes qui veulent créer un jeu. Sortez de chez vous, allez rencontrer d'autres personnes et faites-leur essayer vos jeux. That's a tip for all out of there who want to invent a game. Go out, show them to other game authors, and yeah, talk to them. J'ai vu que à l'origine tu avais un site internet sur lequel tu mettais des avis, des tests de jeux de société. Est-ce que c'est bizarre ou comment tu le prends d'avoir eu cette casquette de reviewer ou de critique de jeux et en même temps d'être auteur? Comment on peut parce que parfois les deux ne s'entendent pas forcément. Enfin, il peut y avoir des conflits entre un critique et un auteur. I started actually Spieletest, so where we review games. That was the beginning for me to get into the scene. J'ai commencé avec Spieletest. C'était le début pour moi, où je suis entré dans le milieu. Et donc j'ai continué à essayer de plus en plus de jeux jusqu'à ce que je me rende compte que je voulais faire les choses mieux ou différemment dans certains jeux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir un auteur. Et au fur et à mesure que je publiais des jeux, de plus en plus de gens me demandaient si je voyais un problème. Je n'en voyais pas, mais je n'avais plus vraiment le temps. Donc j'ai arrêté de le faire et je ne fais plus de critiques de jeux. Years ago, I don't do any reviews about other games. I don't do it anymore. Okay. So. Mais est-ce que du coup tu acceptes plus facilement les critiques des autres gens sur tes jeux? I'm always okay with good critics, you know. Je n'ai jamais eu de problème avec les bonnes critiques. Vous savez, si on n'est pas capable d'accepter des retours, s'ils sont constructifs, on ne peut pas devenir un bon auteur de jeu. Parce qu'on a besoin de critiques, de guides, de personnes qui disent « Je n'aime pas ce jeu, il est ennuyant » pour pouvoir travailler dessus et l'améliorer. Donc les critiques c'est très important, mais bien sûr si le retour c'est moi Arnaud je l'aime pas donc j'aime pas son jeu, bah c'est pas constructif, ça ne donne pas une bonne critique. Mais si la personne dit je n'aime pas parce que et développe des arguments, c'est super. Il faut se dire que tout le monde aime des choses, des jeux, des expériences différentes. Donc ça va si certaines personnes aiment ou n'aiment pas. Ton éditeur, on a vu qu'il y avait beaucoup de sites d'émotion de la part de l'éditeur hier quand vous êtes monté sur scène. Comment ça s'est passé avec ton éditeur, avec l'éditeur de Clé Magique? Yeah, we have a very good relationship, of course, now. Oh, yes. And for us also, for Marcus, and for me and the publishers, it's a really special moment. For me, I'm in the I published a lot of games and I make it for 20 years. Oui, on a de très bons rapports maintenant, et pour nous tous, donc pour Marcus, moi et les éditeurs, c'est un moment très spécial. Pour moi qui ai publié beaucoup de jeux durant 20 années sans jamais être nominé, qui espérait sans cesse un jour être nominé, qui a ensuite espéré que peut-être ce serait suffisant pour gagner le prix sans vouloir trop y penser. Pour Happy Baobab, l'éditeur coréen qui sont dans la même situation, leur première nomination en 20 ans. Et pour Game Factory qui a localisé le jeu et qui sont dans la même situation. C'était un moment très spécial et rempli d'émotions parce qu'on a travaillé tellement d'heures et tellement d'années pour qu'au final ça arrive vraiment et qu'enfin la tension soit relâchée. Never got nominated, so for us all it's a very very special moment, and then it got really emotional because you're working so hard, you're working so many hours, and then it really happens, and then everything fell off, so we were just happy. Marcus n'est pas là, mais donc l'année dernière on disait il a gagné le Kinderspiel. Cette année il gagne le Kinderspiel. Il est obligé de gagner le Spiel l'année prochaine. A lot of people asked Marcus that, and even next year, I mean. Beaucoup de personnes ont demandé ça à Marcus, et comme personne n'a jamais réussi à gagner tous les prix du Spiel, s'il y arrivait, ce serait un accomplissement remarquable. Mais je pense qu'il m'a dit qu'il n'avait rien en cours pour l'année prochaine, donc peut-être celle d'après. Yet, so not next year, maybe the year after that. Ok, merci beaucoup Arnaud, and congratulations. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonne journée et n'oubliez pas de jouer. Play. Alors, pour terminer ces interviews du Spiel des Jahres, nous sommes en compagnie de Harald Schrabers, qui est le président du jury du Spiel. Bonjour Harald. Hello Harald. Hello. Nous voulions te demander, en fait, que sur cette
année 2024, les jeux qui ont été choisis, on a le sentiment qu'il y a beaucoup de jeux qui sont quand même avec des thèmes ancrés dans le réel et pas dans la fantaisie, dans l'imaginaire. Yeah, we think that's a very good that there are a lot of games, very good games, who have this realistic sceneries. Because we as a jury, we had the feeling that a lot of game designers and also the publishers, they are afraid to bring games with the realistic sceneries to the public. On trouve que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de jeux, de très bons jeux, qui aient ces thèmes très réalistes, parce que nous, en tant que jury, on a l'impression que beaucoup d'auteurs de jeux et d'éditeurs ont peur de sortir ces jeux qui s'inspirent du réel. Mais nous, on aime ça. Bien sûr, c'est aussi très bien d'avoir de la science-fiction, etc. Mais avoir ça tout le temps à la place d'un thème plus réaliste, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous regardez Daybreak, le Kennerspiel de cette année, c'est un sujet extrêmement réaliste, la crise climatique. On aime ce jeu parce que c'est un très bon jeu et qu'il a un thème intéressant. Ça ne veut pas dire que je trouve que tout est bien dans ce jeu. Par exemple, il y a des choses sur le nucléaire sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec les auteurs. Mais on peut en discuter. Et c'est là le point intéressant. On aime les auteurs et les éditeurs qui n'ont pas peur d'avoir cette discussion. Okay. But we can discuss about that thing, and that's the interesting point that we like publishers and game designers who are not afraid of this discussion. Je pense qu'on a tous dans notre entourage, au contraire, des joueurs qui, quand ils sont à la table de jeu, préfèrent se sortir du quotidien et qui n'aiment pas ces jeux avec des thèmes un petit peu réels et de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces joueurs pour les convaincre que ce sont aussi des jeux intéressants? My answer always is the people are asking me, is there a trend in board gaming? And I said, no, there's never a trend. This year we had nearly 500, including the games for the children, nearly 500 novelties in Germany in board games. And you have everything. On me demande toujours, est-ce qu'il y a une tendance dans les jeux de société? Et ma réponse est toujours, non, il n'y a jamais de tendance. Cette année, on a eu presque 500 nouveaux jeux en Allemagne, en comptant les jeux enfants. Il y a de tout, pour tout le monde, pour n'importe quelle situation. Vous avez plein de très bons jeux et ce ne sont pas tous des jeux politiques. SkyTeam, c'est encore un autre thème. Et puis, il y a les jeux abstraits aussi. Vous pouvez jouer à Kolpa, c'est un super jeu. Parce que s'asseoir à la table, avoir les mêmes règles pour tout le monde, c'est un de nos objectifs aussi avec l'initiative Spielen für Toleranz, jouer pour la tolérance, contre le racisme. On pense que jouer ensemble, c'est pas vraiment politique, mais c'est bon pour notre société. D'amener les gens à s'asseoir ensemble à la même table, c'est la chose la plus importante. Et seulement alors, on se demande, est-ce qu'il y a un thème à ce jeu ? Oui, non, mais on n'en a pas besoin. On peut aussi jouer à Kolpa, c'est un de nos jeux recommandés. C'est seulement des couleurs et des nombres sur des cartes. But you don't need it. You can also play Passt nicht. It's on our recommendation list. It's only colors and numbers on the cards. En France, on parle beaucoup de la reconnaissance du jeu comme un objet culturel et pas juste comme un produit commercial. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous importe dans le jury du Spiel? Yes, that's our first topic. Of course, there are cultural things, board games, and the jury Spiel des Jahres has a clear difference. There's a clear difference between the publishers, and there are no connections. For us, it's not a commercial thing. For us, it's Oui, c'est notre sujet principal. Bien sûr, les jeux de société sont des objets culturels et c'est pour ça que le jury du Spiel des Jahres n'a pas de lien avec les éditeurs. Ce ne sont pas des produits commerciaux, mais des biens culturels. Le sujet, et c'est l'objectif de notre association, c'est d'apporter le jeu de société dans les familles et dans la société en général. On recherche donc un objet culturel qui puisse toucher le plus grand nombre. C'est peut-être la différence avec d'autres prix culturels qui ne doivent toucher qu'une minorité de gens, peut-être, qui vont au théâtre. On veut vraiment toucher un large public avec les jeux qu'on met en avant. Cultural prize and other things who have to reach only
a small part of people going to a theater. We always like to reach a big audience with our games. Donc cette année, tu disais, il y a eu à peu près 500 jeux qui sont passés sur les tables du jury. Je crois que tu as dit que c'était 22% de plus que l'an dernier. Deux questions, est-ce que tu souhaites moins de jeux à l'avenir pour le jury et est-ce que le jury s'est déjà remis au travail pour 2025 ? Yes, we are, and I really, I wish that there are less games, and of course, it's not a secret, but there are 22% more games, but they haven't been 22% better than the year before. Oui, on est déjà au travail et j'aimerais bien qu'il y ait moins de jeux. Ce n'est pas un secret, mais 22% de jeux en plus, ce n'est pas 22% de meilleurs jeux que l'année d'avant. Des fois, je me dis que ce serait plus simple s'il n'y avait que d'excellents jeux sur le marché, mais c'est difficile pour les auteurs et les éditeurs de savoir à l'avance si c'est un bon jeu. Et pour le jury, eh bien, c'est à nous d'y jouer et de décider, c'est notre boulot. C'est beaucoup de fun, mais c'est vraiment beaucoup de jeux. Bien entendu, on a déjà commencé à jouer aux 10 ou 15 premiers jeux de l'année prochaine. Of course, we have started with the first 10-15 games of next year to play that, yeah. Bah écoute, merci beaucoup Harald. On a compris, on se revoit l'année prochaine avec beaucoup de jeux. Merci beaucoup. Merci. Eh ben écoute, Hammer, on arrive à la fin de ce périple berlinois. Bah oui, au terme de ce week-end consacré au Spiel des Jahres 2024. Voilà. Donc est-ce qu'on peut déjà se donner rendez-vous pour le 20 mai 2025 Alors, pour écoute, la prochaine sélection. Exactement, le mardi 20 mai 2025, c'est déjà annoncé. Le jury a déjà prévu son agenda. Jusque-là, il y aura effectivement la révélation des nommés avec la longue liste et tout ça. Et la cérémonie en elle-même sera au mois de juillet, un petit peu plus tôt. Le 13 juillet, voilà, Ouais, c'est là, ça. c'était un peu plus tard cette année pour cause de Euro. Cause de foot en Allemagne. Effectivement, parce que dimanche dernier, il y avait la finale du championnat d'Europe à Berlin. Donc, ils n'ont pas voulu le faire le même jour, ce que je peux comprendre. Ouais, ça aurait été assez tendu, quoi. Oui. Trop d'événements dans une ville en même temps. Ça aurait été difficile pour les gens de se loger, etc. Voilà. etc. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Eh bien, ravi de t'avoir accueilli ici à Berlin, en Allemagne. Trop bien. Et puis, on se retrouve peut-être en Allemagne prochainement. Qui sait, on verra ça. On remercie les auditrices et les auditeurs qui ont écouté ce podcast. Et puis, on vous dit à très bientôt. C'était le dernier épisode de la saison 1 du Point de Polgara. Un épisode un peu spécial. Donc, on se donne rendez-vous en septembre maintenant. Absolument. Salut. Salut. Pour terminer cette émission très spéciale, je voudrais adresser quelques remerciements. Tout d'abord à l'organisation du Spiel qui nous a si gentiment invités à assister à la cérémonie, à toutes les personnes interviewées qui ont pris du temps et se sont rendues disponibles pour discuter avec nous, aussi à ceux et celles qui ont rendu possible ces interviews en les organisant, même si elles n'étaient pas les personnes interviewées. Un immense merci à toi, Hammer, qui a été le chef d'orchestre de cette émission, qui a géré la technique de façon magistrale. Merci, sans toi, j'aurais jamais osé le faire. On remercie également nos 2 doubleurs pour les voix de nos interviewés étrangers. On remercie Gabriel et Julien. Vous aurez peut-être reconnu Bleu et Rouge de Meeple Aventure. Vraiment, merci les gars. On remercie également tous les gens avec qui on a pu discuter, échanger, rire, trinquer pendant ces 2 jours. Et on remercie aussi le barman de l'hôtel Nao pour tous les spritz que nous lui avons commandés. Merci à tout le monde.